à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Europe 1 en cette période de fête de fin d'année pour ce moment d'échange et de partage qu'est la libre antenne. Cette émission, c'est la vôtre, vous le savez, jusqu'à 1h du matin, vous allez pouvoir vous raconter, vous livrer, converser aussi avec les autres auditeurs. Venez nous dire vos envies, nous livrer vos expériences, apporter votre éclairage sur la vie, amour, bien-être, santé, famille, sexualité ou vie professionnelle. Nous parlerons de tout sans tabou. Et en ce 24 décembre, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un excellent réveillon de Noël, entouré de vos proches et de vos amis. Et si vous êtes seul ce soir, nous sommes là pour vous accueillir sur la libre antenne d'Europe 1 et pour vous accompagner. Nous attendons vos appels au standard d'Europe 1, c'est le 3921. Vous pouvez aussi nous écrire par SMS au 7 39 21 en envoyant d'abord le mot nuit et par mail sur europe1.fr. Vous l'avez compris, confidence et bienveillance sont à l'honneur sur Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Julia Martin. Et pour commencer cette libre antenne du 24 décembre, nous accueillons une auditrice. Il s'agit de Frédéric. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Merci de nous appeler ce soir en direct sur Europe 1. Oui, au contraire, ça me fait plaisir parce que bon, j'ai découvert votre émission il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis, bon, on entend des choses, des histoires difficiles comme des histoires qui font du bien aussi, quoi. Oui, c'est des tranches de vie, des gens qui aiment à se confier, à s'accompagner, essayer d'avancer et grandir ensemble. Je crois que c'est effectivement cette émission du soir, c'est une émission de solidarité et de bienveillance. C'est un mot qui résonnera dans le cœur de beaucoup de nos auditeurs. Oui, tout à fait, oui. Je crois que vous aviez besoin de conseils. Oui, parce que en fait, moi je suis métisse. Mon père est algérien de la Kabylie. Oui. Ma mère est française normande. Et et comment dirais-je, bon, à l'âge, j'avais 11 ans, ma sœur avait 12 ans, et mon père a dit à ma mère, écoute, je vais emmener tes filles en Algérie en vacances. Et en fait, nous sommes allés en Kabylie, et puis un jour, il nous a envoyé un courrier en disant, bon, la France c'est fini, l'Algérie, je veux que vous soyez des femmes musulmanes, et que on a été mariés de force. Moi, j'avais 11 ans, ma sœur avait 12 ans. Et comment dirais-je, j'ai vécu 5 ans là-bas, mariage forcé, vraiment l'horreur, quoi. Moi, j'avais 11 ans, le mari avec qui on m'a mariée, il avait 20 ans. Oui. Et je suis revenue en France grâce, je pense que ma mère... moi, j'ai une mère qui n'est pas maternelle et entre-temps, elle a rencontré... moi, ils ont divorcé. Le temps que je sois en Algérie, mes parents ont divorcé à Caen. Et quand le temps que mes parents ont divorcé, ma mère, entre-temps, elle a rencontré quelqu'un, elle a refait sa vie, elle nous a oubliés, quoi. Et un jour, mon père, il vient en Kabylie en disant, je viens pour vous ramener, 5 ans après. Et en fait, moi, j'ai suivi mon père et ma sœur n'a pas voulu rester parce qu'elle avait peur de l'homme avec qui on l'a mariée à l'époque. Oui. Et moi, quand je suis revenue, ma mère m'a acceptée, elle était avec son mari. Un mois après, elle m'a fichu à la porte et à 17 ans et demi, je me suis retrouvée en foyer. Et là, ma sœur, il y a 12 ans, elle est revenue à Caen, d'Algérie à Caen avec son mari qui est musulman mais très fanatique. Et moi, il ne m'accepte pas parce que, moi, avec l'enfance que j'ai eue, j'ai été traumatisée, on va dire. Évidemment, oui. Ça m'a fait une maladie de Crohn. Et comment dirais-je, et aujourd'hui, je suis en souffrance parce que, en fait, je suis rejetée par ma mère et mon beau-frère... ne veut pas me voir, ne m'accepte pas dans la famille parce que un jour, je suis allée voir un avocat, je lui ai expliqué mon histoire et il m'a dit, écoutez, je lui ai dit que je voulais changer mon nom et mon prénom, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi Frédéric parce que j'ai toujours aimé le prénom Frédéric. Et en fait, un jour, on m'accepte et après, on m'accepte plus. Un jour, on m'accepte et je sais plus comment faire. Je suis en souffrance. Là, ce soir, je suis toute seule. Mais vous n'êtes pas seule. Déjà, vous n'êtes pas seule puisqu'on est là. Et c'est ce que je disais, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver isolés, isolés ce soir. Et donc c'est important de se dire qu'il y a des... Aussi, Exactement. On est solidaires et si on le peut, on va essayer de vous accompagner tout au long de cette soirée. Mais j'aimerais juste revenir un tout petit peu en arrière quand vous êtes parti en Algérie. À ce moment-là, comment votre mère a réagi Comment est surgi le désir de votre père de vous envoyer votre sœur et vous marier de force là-bas? En fait, mon père, il est arrivé en France à l'époque, il devait avoir, parce qu'au jour de moment où je vous parle, c'est quelqu'un qui a
78 ans. Mhm. Il est arrivé, il devait avoir 18 ans. Et en fait, quand il s'est marié avec ma mère française, lui, après, avec ses beaux-frères français, il a mangé du cochon, il Mhm. buvait de la bière, il se faisait appeler avec un prénom français. Ah oui, donc il Et s'est vraiment bien intégré à la culture française. voilà, tout à fait. D'accord. Mais oui, tout à fait, oui, oui. Et en vieillissant, il a rencontré des hommes algériens, des vieux arabes avec le tempérament des vieux arabes, on va dire, qui sont toujours dans la religion. Et ils lui ont dit, écoute, si ça va pas avec ta femme, moi je serai toi, j'enverrai tes filles en Algérie, fais-les marier, et puis tu divorces après. Mon père, il s'est fait monter le bourrichon, comme on dit. Parce Puis que ça n'allait pas à ce moment-là avec votre maman? non, du tout, du Qu'est-ce tout. qui se passait? Ils étaient en conflit, ça n'allait plus du tout. Mon père, il savait pas faire. Ma mère n'a jamais été maternelle. Hein. Mon père travaillait dans le bâtiment, il savait pas quoi faire de nous. On était allé en pension un petit peu. Mhm. Et un jour, il savait plus quoi faire de nous. Il s'est dit je vais les envoyer en Algérie. Quoi. Nous, on Mhm. connaissait pas du tout ça, hein, ce milieu-là. Hein. Et moi, je suis née à Caen. Et donc à ce moment-là, votre mère ne s'est pas interposée dans cette volonté Non. de vous laisser partir en Algérie, votre sœur et vous? Non, parce que comme elle pensait que c'était les vacances aussi, Mhm. elle, dans sa tête, elle s'est dit, elles vont revenir, quoi. Mhm. Mais moi, la chose qui m'a traumatisée le plus, c'est que moi, à l'époque, c'est vrai que les jeunes filles de maintenant, à 12 ans, elles paraissent 15 ans. Mais à l'époque, c'est vraiment... aujourd'hui, j'ai 49 ans, hein, mais je fais pas mon âge, je fais jeune. Et puis, je sais pas si c'est le traumatisme de mon enfance, mais Mhm. j'ai l'impression que je suis encore une petite fille, on va dire, quoi. J'ai pas profité de mon enfance, quoi. Mais on vous a volé votre enfance. Comment? On vous a volé votre enfance, Frédéric. Oui. En plus, j'appelle ça un viol, quoi. Pendant Mhm. 5 ans, on a abusé de moi. La Mhm. chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est que je n'ai pas eu d'enfant. J'ai eu la chance, j'ai été suivie par par un gynécologue par la suite. Les éducateurs au foyer m'ont envoyé vers la gynécologue et elle m'a dit, si je n'ai pas eu d'enfant, c'est que dans ma tête et mon corps, il y a eu un blocage. Mais tant mieux, quoi. Tant Mhm. mieux. Mhm. Mhm. En fait, je voulais savoir si c'était possible de me donner 2, 3 conseils, vu que ma sœur et mon beau-frère et mes neveux me rejettent, parce qu'un jour je t'aime Frédéric, le lendemain je t'aime plus. Et là, j'essaye de faire le deuil, parce que en me disant, j'irai plus vers eux, parce que je peux plus aller vers eux. J'ai plus la force. Je l'ai fait tellement de fois que aujourd'hui, je me dis, si dans 6 mois, 1 an, on revient vers moi en me disant, excuse-nous Frédéric, Mhm. Mais j'aurai plus la force de pardonner, quoi. Je peux plus. bien sûr, je pense que vous avez atteint votre seuil de tolérance et à un moment donné, il y a Voilà. l'instinct de survie qui se remet en place, bien évidemment. Mais le lien avec votre maman, d'après ce que j'entends, vous dites qu'elle n'a jamais été maternelle. Non, Quand vous êtes parti en Algérie pendant 5 ans, est-ce que vous avez eu des contacts réguliers avec elle? non, du tout, du tout. Jamais. Jamais, 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 non. Vous n'aviez pas de courrier, vous n'aviez pas d'appel téléphonique de sa part? Non, téléphonique, non, parce qu'en plus, moi et ma sœur, on est allés, c'était dans un village, on a porté le voile pendant 5 ans, on n'avait pas le droit de sortir. Vous savez, c'est la petite Kabylie, les Berbères, où vraiment c'était le coin perdu, quoi. Mhm. Vraiment, les montagnes, en fait, c'était où il y avait les montagnes, quoi. Oui. Et comment dirais-je, et moi je pensais que j'allais toujours vivre là-bas, je pensais jamais revenir un jour. Et vraiment le destin a fait que je devais revenir, quoi, mais j'ai été vraiment traumatisée, j'ai été suivie par des psychiatres, des psychologues, mais je fais de la dépression un petit peu, je fais quand même de la dépression, hein. Oui, mais forcément, avec l'histoire que vous nous racontez en ce moment sur Europe 1, on le conçoit parfaitement, Frédéric. Déjà, le fait de dire que vous faites un peu de dépression, c'est un premier pas pour se sortir de la dépression, puisque vous avez conscience de votre état et que vous l'avez répété à plusieurs reprises, vous avez entrepris une thérapie, vous avez été suivi par un psychologue. Maintenant, cette difficulté du lien à cette maman, qui quelque part, peut-être que vous la percevez comme une mère abandonnique, puisqu'elle vous a laissé partir, elle ne vous a pas protégé à ce moment-là. Non. Mm. Vous étiez une petite fille de 11 ans qu'on a forcé à basculer dans un monde d'adulte et avec la violence que ça comporte. Oui. Le lien n'existait pas visiblement, vous le ressentiez pas avec elle avant de partir en Algérie. Ce lien n'a pas pris par la suite quand vous êtes rentrée en France avec elle. Non, Jamais. jamais. Mais par contre, la souffrance que j'ai en étant une femme de 49 ans, c'est que moi, à l'époque, mon père,
C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'admirais beaucoup, que quand il arrivait du travail, je lui apportais ses chaussons, fallait que je touche mon père tout le temps sur Mmh. les joues. Et le jour où il m'a trahi, quand il a fait ça, pour moi, l'amour que j'ai eu pour lui, ça a été un choc, ça a été comme si je pensais jamais qu'il aurait pu faire quelque chose comme ça, quoi. Je me suis dit, c'est pas lui, il a pas pu faire ça, quoi. Il a pas pu nous faire ça, quoi. Je pense que Et votre papa comment est aussi symptomatique de cette génération qui a tant bien que mal essayé de s'intégrer, voire de s'assimiler. Peut-être à un moment donné, cette fragilité dans le couple l'a fait basculer vers quelque chose qui ne lui ressemblait pas, qui ne lui correspondait pas en tous les cas, puisque vous parlez d'un papa aimant avec vous Oui, tout à à fait. ce Ah oui, moment-là. tout à fait, oui. Mmh, mmh, Et comment dirais-je, mais le fait, bon, après, il a divorcé avec ma mère, moi j'étais en Algérie, et j'ai su par la suite qu'il s'est marié avec une Oranaise, oui. il a eu des enfants, et maintenant il paraît qu'il fait la prière, il est musulman, quoi, voilà, il est musulman. Il Donc est musulman. il paraît, ça veut dire que le lien avec votre papa est également rompu aujourd'hui? Oui, parce qu'une fois, il y a bien 8 9 ans, ma sœur, elle me dit, viens à Caen. Moi, j'ai passé une semaine là-bas et elle me dit, écoute, Frédéric, je voulais pas te le dire, mais papa va venir. Mmh. Elle me dit, si je te l'avais dit avant, tu serais pas venu. Ben, j'ai dit oui. Et bon, ben, je suis restée, j'ai affronté mon père et quand je l'ai vu, on est allé dans la chambre, dans une pièce de ma sœur, tous les deux. Et j'ai pleuré comme un bébé. J'étais en larmes. J'ai dit, papa, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi? Mmh. Il dit, oui, je sais, j'ai fait une erreur. J'aurais jamais dû faire ça. Je dis, ma vie de femme, elle est détruite. Je suis mal dans ma peau. Je souffre, quoi. Je souffre énormément. Et que lui, il me manquait beaucoup. Je lui ai dit, tu me manquais de. En fait, je lui ai dit, tu me manques et tu me manques pas parce que je suis en colère. Mmh. Alors il me manque pas et quand je pense encore à lui, il me manque parce que pour moi dans ma tête c'est le seul souvenir que j'ai c'est quand j'étais petite avec lui. C'est ce seul moment là que j'ai avec lui quoi dans ma tête aujourd'hui quoi. Oui, parce que je pense qu'il y a une résistance et une volonté aussi de mettre un voile et d'occulter une souffrance qu'on a vécue si jeune et pendant 5 ans de partir de son foyer, d'être arraché de son pays, d'être forcé à se marier à quelqu'un et toute la violence que ça comporte. Je pense que forcément, vous n'avez souhaité que vous rappelez des moments heureux à lui et c'était les moments de la petite enfance. Et des fois je me dis si un jour ma soeur, parce que bon il a 78 ans, je me dis si un jour peut-être dans un mois, 2 mois, un an, ma soeur elle m'appelle en me disant écoute Frédéric, papa il est décédé. Ben, c'est bête à dire, mais je pense qu'à l'intérieur de moi, j'en souffrirai. Parce que moi, l'image que j'aurai, si elle me dit ça, ça va être quand j'étais petite avec mon père. En fait, ça va être les moments, comment dire ça mettons, j'apprends son décès, je pense que je vais quelque part, je vais m'en fiche, et de l'autre part, de l'autre sens, je vais être malheureuse, quoi. Je vais être entre les deux, en fait, quoi. Oui, parce que cette ambivalence, je l'entends Frédéric dans votre témoignage, c'est-à-dire que il y a ce rapport très fort à ce papa protecteur, aimant, rassurant, présent dans le quotidien. Et ça, c'est la petite Frédéric qui a vécu ça. Et il y a cette violence de cet arrachement de chez vous. Et de difficilement imaginer que ce père si aimant ait pu vous faire ça. Et ça, on le conçoit. Aujourd'hui, vous me parlez de conseils pour essayer de renouer contact avec votre famille ou maintenir le lien à cette famille. Comment ça se passe aujourd'hui avec votre mère quels sont les rapports que vous avez avec elle? Au mois d'août, il n'y a pas si longtemps, elle a voulu que je passe. Bon, en fait, mon beau-frère, il veut pas me voir parce qu'il dit que je suis chrétienne et que une fille métisse comme moi doit suivre son père. Une fille algérienne doit suivre son père, doit pas suivre les origines de sa mère. Je lui dis, écoute, mon beau-frère, je lui dis, tu dois savoir que ma mère, elle s'appelle Christiane, elle s'appelle pas Aïcha. Ma mère, elle est française. J'ai dit, d'accord, mon père, il est algérien. Mais je dis, tu dois savoir, Amar, tu sais ce qu'il nous a fait notre père. Il nous a envoyés là-bas. Nous, on n'a pas choisi ça. Il me dit, oui, mais tu dois être musulmane. Je suis pas d'accord. J'ai moi, j'ai vécu l'enfer. Je veux pas être musulmane. On doit respecter la religion des autres. On doit pas forcer les gens.
Et comment dirais-je? Alors moi, pour voir ma sœur, je suis allée une semaine au mois d'août chez ma mère. Ma mère, elle a accepté que j'y aille. Et comment dirais-je? Ma mère, bon, elle a été gentille avec moi, voilà, voilà. Mais comme c'est quelqu'un qui est pas franc et ma mère, c'est quelqu'un qui n'est pas maternelle. Et quand je suis revenue où j'habite là, dans la nouvelle ville, où je suis dans une ville, je suis à Rennes, voilà, j'habite à Rennes, hein. Mhm. Et en fait, mon beau-père m'a appelé. Il me dit, écoute Frédéric, je t'appelle de la part de ta mère pour te dire que c'est plus la peine de venir, elle veut plus te voir. Mhm. Alors moi, je savais plus, comme on dit, si c'est du lard ou du cochon, parce que un jour je t'aime, un jour je t'aime plus. Plus mon beau-frère, il veut pas me voir. Plus ma sœur, elle, bon, elle a choisi sa famille, c'est normal. Elle a 7 gamins avec son mari. Mais moi, je suis en souffrance parce que je me dis, je suis fatiguée de tout ça et j'en peux plus, quoi. Moi, ce qui me soulage, c'est que je travaille. En Mhm. plus, si je vous dis où je travaille, je travaille en psychiatrie, dans une clinique psychiatrique. Mhm. Alors moi qui fais déjà de la dépression avec tous les malheurs que j'ai, enfin tous les malheurs, bon, comme on dit, il y a pire que soi. Mais je veux dire, voilà, quoi, je suis agent de service hospitalier. Mhm. Je travaille à mi-temps. Oui, et je repense à cette relation, à cette maman qui réappuie sur cette faille, c'est-à-dire Ouais, qui est là sans être là véritablement. ouais, c'est dur, quoi, parce que je me dis, mince, alors, pourquoi elle est comme ça? Mhm. Mais bon, on la changera pas, hein. C'est comme ça, quoi. Quelle est votre volonté aujourd'hui? Est-ce que vous vous posez la question clairement de Je suis fatiguée, en fait. ouais Je suis fatiguée psychologiquement. de maintenir le lien Oui, je suis ou est-ce que fatiguée. vous êtes aussi en train de vous dire peut-être pour arriver à avancer et me sentir mieux, peut-être Bah, éviter de continuer à côtoyer voilà, ces c'est à fait personnes-là, ça. même si Tout c'est à ma fait. famille. Tout à fait. C'est dur, hein. Mais je me dis, ça fait trop d'années qu'on me rejette et que je reviens parce que je me dis, on n'a qu'une famille sur Terre et je les aime, c'est ça. Mais je me dis, si je dois me protéger. Et puis en plus, bon, moi, quand je suis revenue d'Algérie, j'étais en foyer et pendant 2 ans et on m'a aidé à me reconstruire, on m'a Mhm. aidé à faire plein de choses. Et c'est vrai que j'ai travaillé pendant 13 ans dans la même entreprise. Et entre-temps, j'ai rencontré un monsieur qui est devenu j'ai eu un fils avec cet homme-là, mon fils a 29 ans. Rien à voir avec l'Algérie, hein. C'est un autre homme que j'ai rencontré après, hein, Mhm. ici en France, hein. Mhm. Bon, ça va, j'ai un fils, il se porte bien, moi je travaille, bon, j'ai une petite pension par rapport à la maladie de Crohn, mais j'ai un petit salaire au bout aussi, je suis occupée. Ma vie pour être heureuse, mais simplement, c'est que je suis en souffrance par rapport à la famille et puis ma vie sentimentale, parce que j'ai personne. Oui, alors bon, ça c'est les choses sont C'est aussi autre chose. parfois liées ou pas liées, mais en tous les cas, le principal, c'est vous me parlez de la famille. Vous n'êtes pas seul, vous avez un entourage et ça c'est fondamental. Ce socle-là, il est important pour vous aider à avancer. Vous me dites que vous êtes à un début de dépression, le fait de pouvoir le verbaliser sous-entend quand même que vous êtes là également en train d'avancer. Vous êtes inséré aussi professionnellement et Oui, socialement. Et je pense que ça sont des démarches positives. Sachez, oui. Frédéric, on a beaucoup de réactions concernant votre témoignage de soutien qui nous arrive notamment au 7 39 21. Vous envoyez le mot nuit quand vous nous écrivez. Nous avons Yannick de Lille qui nous dit c'est un témoignage poignant. Courage, Frédéric, vous êtes forte. Frédéric, vous n'êtes pas seul. Voici un autre témoignage qu'on reçoit à l'instant au 7 39 21. Vous n'êtes pas seul à être en souffrance. On vous envoie nos plus belles pensées. Et puis, vous Merci. savez, Frédéric, c'est aussi ça la famille du soir à Europe. On a des réactions qui nous parviennent également au standard. Et nous avons Nelly en ligne, en direct, qui a souhaité réagir à votre témoignage. Bonsoir Nelly. Oui, bonsoir. Merci de nous avoir appelés. Oui, je pensais à l'EMDR dont on a déjà parlé quelques fois, mais pas suffisamment à mon avis, pour tous les troubles post-traumatiques sévères, comme il y a eu les névroses de guerre en Yougoslavie, les conséquences des viols, Oui, le même des MDR, agressions il faut le repréciser. ou autres. Nelly, je vous arrête Oui. un court instant parce que tous les gens ne sont pas initiés au fait de l'EMDR. C'est une technique Oui, alors le particulière. MDR, c'est une abréviation en anglais, hein. En français, ça correspond à désensibilisation et reprogrammation Reprogrammation. par des mouvements oculaires. Moi, je l'ai eu aussi par des tapotements sur les Sur les genoux. Mmh. Oui, c'est la même chose, hein. Mmh. En fait, c'est un peu un état d'hypnose. On nous fait penser à un souvenir agréable qui nous met en état d'hypnose. Et ensuite, en fait, on nous fait repenser aux souvenirs traumatisants. Mmh. Mais comme le psychiatre, en général, il faut prendre un médecin, nous tapote sur les genoux, par exemple. Il y a toute la charge émotionnelle négative
de l'événement traumatique qui va s'évacuer. En général, on pleure. Hein. Et ensuite, quand on va sortir, on va plus avoir cette obsession du traumatisme. C'est-à-dire qu'on dissocie les images qui se reproduisaient sans exactement arrêt. La charge traumatique. Oui, tout à fait. On n'a plus de la qu'un souffrance. souvenir gris. Au lieu d'être noir, c'est gris et on s'en souvient plus pratiquement. Donc je trouve ça très très positif, moi. Par contre, c'est un petit peu plus cher, c'est dans les 80 €, c'est entre 60 et 120 €. Et vous êtes remboursé au tarif d'un spécialiste. Si vous allez sur emdr.org, il faut prendre, à mon avis, un psychiatre ou alors une psychologue qui n'est pas remboursée. Par contre, en moins d'une dizaine de séances, en général, le problème est résolu. Hein. 3-4 séances, souvent, ça suffit. Hein. D'accord, je vous remercie beaucoup. Même ça fonctionne aussi pour les jeunes, vous savez, qui sont agressés à la sortie des lycées ou autres. Oui. Enfin, c'est un coup de couteau ou autre. Oui, c'est une technique. Très bien. Oui, tout à fait. C'est une technique particulière qui est recommandée et conseillée par des psychothérapeutes et des psychanalystes. En tous les cas, merci Nelly d'être intervenue sur l'antenne d'Europe 1. Autrement, si elle a peu de moyens, puisqu'elle dit qu'elle travaille à mi-temps, en complément, il y a souvent besoin de parler. Elle peut aller dans les CMPP, qui sont les centres médico-psychologiques. Où les médecins, c'est des psychiatres ou des psychologues, sont directement payés par la sécurité sociale. Donc vous n'avez pas du tout d'argent. Je vais là-bas. Voilà. Parce que ça, beaucoup de gens ne le savent pas. A priori, je pense aussi que votre famille est un peu toxique. Donc il faudrait vous en éloigner pour le moment pour vous soigner. Bon, pour être assez forte après pour pouvoir l'affronter, à mon avis. Parce que, à mon avis, elle n'est pas très très positive. Si elle vous rejette, elle vous reprend, elle vous rejette, c'est pas positif du tout. Hein. Merci Nelly pour les conseils très pratiques que vous avez donnés à la fois à notre auditrice Frédéric. Oui, très pratique, mais merci parce que c'est vrai que les CMPP, ça aide plein de gens. Ce sont des centres qui sont pris en charge par les communes et les départements, et ce sont des thérapeutes, souvent de renom d'ailleurs, il faut le dire, hein, et qui vous accueillent gratuitement. Merci Nelly. Oui, non mais Frédéric, vous voyez, c'est aussi ça qui est intéressant. Vous aviez vous-même déjà entendu parler de l'EMDR ? Oui, tout à fait. Pour les psychologues gratuits, n'est-ce pas ? Les psychologues gratuits, et cette technique en fait précise de l'EMDR qui va permettre de dissocier le traumatisme de la charge émotionnelle, ce qui va permettre de vous libérer finalement de ces années de souffrance, de ces 5 années que vous avez vécues en Algérie, avec ce mariage forcé, avec toutes évidemment les souffrances qu'on peut imaginer inhérentes à cette situation-là. Et ce que je voulais faire aussi, c'est pareil, parce que moi je lis, hein, j'arrive à lire, il n'y a pas de souci, je comprends ce que je lis. Bon, à part j'ai des petites lacunes au niveau de l'écrit, et c'est vrai que par la suite, quand je serai un peu moins fatiguée, parce qu'avec le travail, là, ça me fatigue des fois, là, j'aimerais mettre tout ça par écrit, quoi. J'aimerais bien, quoi. Mais vous avez raison. Vous me dites que vous écrivez, vous avez déjà posé sur le papier les souffrances, le mal qui vous ronge. Oui, parce que j'étais allée voir un écrivain public dans les centres sociaux. S'ils font du bénévolat, vous savez, ils viennent de temps en temps dans les centres sociaux c'est un écrivain public qui vient, et il m'avait aidé il y a quelques années à faire 3-4 pages. Comme ça a été très dur et je ne pouvais pas continuer parce que c'est quand même émouvant, quoi. J'ai arrêté et après j'ai été des années sans y aller, mais je crois que je vais retourner le voir et puis dire voilà, j'aimerais reprendre avec vous, quoi. Vous avez raison. Je trouve que ce qui est très encourageant dans votre témoignage depuis le début, si vous voulez, c'est que, évidemment, moi je détiens pas la vérité absolue, mais je vous trouve vraiment dans une démarche d'avoir une volonté de vous en sortir. Vous travaillez, vous avez des amis, vous avez des gens que vous avez aussi vous envie d'aider. Vous êtes dans une démarche où vous entreprenez une thérapie de façon relativement pérenne, et je pense que ça c'est fondamental pour vous. Je crois que maintenant, effectivement, il s'agit pas de vous dire, vous me demandez des conseils, il s'agit pas de vous dire oui ou non de continuer à voir votre famille. Il s'agit de vous poser les bonnes questions. Est-ce que ce rapport est un rapport équilibré ? Est-ce que vous trouvez un intérêt dans la relation que vous avez aujourd'hui avec votre maman, avec votre sœur, avec votre beau-frère ? Si ce n'est pas le cas, si ça vous renvoie systématiquement à de la souffrance ou à cet abandon, à cette violence de l'enfance, effectivement, il y a aussi la famille de cœur, soit l'entourage, les amis et les gens qui vous entourent et qui vous veulent du bien. Je crois que c'est fondamental de vous dire ça. Tout à fait, oui. D'accord, Frédéric ? Je vous embrasse très fort. Oui, et puis surtout, merci pour votre émission. Merci à vous. Et vraiment, c'est une émission vraiment fabuleuse. Et vraiment, bonne soirée à tout le monde, les gens qui m'ont écouté. Merci. Et merci des conseils, en tout cas. Merci à vous. Merci, madame. À tout de suite sur Europe 1.
retrouvez en direct sur Europe 1 en cette période de fête de fin d'année pour ce moment d'échange et de partage qu'est la libre antenne. Nous sommes en direct jusqu'à 1h du matin pour vous accompagner. On vous souhaite évidemment avec toute l'équipe de joyeuses fêtes, un joyeux réveillon si vous le célébrez en ce moment en famille. Si vous êtes seul ou isolé, n'hésitez pas éventuellement à nous appeler. Le standard vous est ouvert. C'est le 3921. Vous pouvez également nous écrire par SMS au 7 39 21. Vous envoyez le mot nuit et puis vous pouvez nous envoyer des mails sur europe1.fr. Messaouda vous attend. Et tout de suite, nous allons accueillir un homme. Il s'agit de Lucien. Bonsoir Lucien. Lucien, vous êtes là ? J'entends un peu faiblement là. Ah bah moi je vous entendais pas du tout, mais là je vous entends bien par contre. Vous m'entendez bien là ? Ah, parfaitement. Eh ben ça va. Ben voilà, je vous raconte mon histoire. Dites-moi tout. Je suis veuve depuis 2 ans et demi. Oui. Et ça faisait 46 ans que je vivais avec ma compagne. On n'était pas mariés. Oui. Et elle avait 26 ans de plus que moi. Mhm. Et vous voyez, ça a tenu 46 ans. Ça prouve que je suis pas un mauvais diable. Parce que ça prouve qu'il y avait de l'amour. Je l'ai soignée avant qu'elle meure. Oui. Oui. Elle voulait pas aller en maison de retraite et moi je voulais pas qu'elle y aille non plus. Mhm. Alors c'est moi qui l'ai soignée. En dernier, elle était comment qu'on dit, elle était plus autonome quoi. Mhm. Elle était dépendante. Je faisais sa toilette, je faisais tout. On s'est bien arrangé. Et puis maintenant, je me retrouve comme dans un nouveau monde. Disons que la solitude, je la supporte un peu mal. Ah bah à juste titre. Vous avez vécu 46 ans ensemble, vous m'avez dit ? 46 ans ensemble, on a été. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Eh ben, au cinéma. Oui. Je sortais de l'armée, moi, je vivais à l'hôtel. Et puis, j'avais pris la main au cinéma, comme ça. Et puis, elle a répondu, tout. Puis, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Au début, elle ne voulait pas, parce qu'elle me trouvait trop jeune. Mais je lui ai dit, moi, les gens, je les emmerde, là, que je lui dis, parce que... Parce que moi, j'ai pas de famille, j'ai rien. Alors, elle me servait de mère, elle me servait de tout, quoi. Elle vous servait de mère ? Ben non, elle me servait, moi, dans ma tête, hein. Oui. Mais elle était ma compagne. Mais elle était tout pour moi, parce qu'elle m'a tout appris, quoi. Oui, vous étiez dans un rapport de protection. Ouais, c'est moi qui vous a c'est moi rassuré. qui cherchais une femme plus âgée pour... parce que j'ai pas connu de famille, moi. Alors, avant l'armée, je travaillais à la campagne. Oui. J'ai toujours gagné ma croûte, quoi, si on veut. Alors là, j'habite à Metz. Oui. Et je voudrais bien, moi, avoir une femme entre 60 et 75 ans. Oui. Mais je suis timide, je sais pas draguer, moi, je sais pas... Hein, Vous avez quel âge, Lucien, vous-même ? J'ai 68 ans. 68 ans. Vous savez en quoi ça résume ma vie en ce moment ? Dites-moi. Enfin, je vous le dis, hein. Je le dis comme ça. Oui. Je vais au cimetière tous les jours, hein, encore maintenant. Que, malgré que je crois pas en Dieu, mais j'y vais pour mon besoin personnel, quoi. Bien sûr. Alors, je vais au cimetière et puis au casino, puis c'est tout. Puis en commission, quoi. Vous n'avez pas d'enfant ? Non, j'ai pas d'enfant, j'ai personne. Vous n'avez pas de famille ? Non. Si, c'est-à-dire qu'il me reste 2 sœurs et un frère, mais on se fréquente pas, on se connaît pas. D'accord. Et à tel point qu'au mois d'août, là, j'ai eu un début d'empoisonnement de sang, vous vous rendez compte ? Et puis je me suis fait un ami au cimetière, un ami, il a 10 ans de moins que moi, mais c'est un ami quand même. Et je lui ai demandé si j'étais malade, avant de mourir, s'il accepterait d'aller chez le pharmacien, puis de faire mes commissions. Il a dit oui. Alors je lui ai demandé s'il voulait être mon légataire universel, il a dit oui aussi, là. Il a été chez le notaire, moi j'étais malade, j'ai pas pu y aller, puis on a fait ça. Ça coûte pas cher, hein, chez le notaire, ça coûte 12 €. Si on passe au secrétariat, hein. Oui, bien sûr. Si vous demandez à rencontrer le notaire, ça coûte plus de 1000 francs. Ah bah oui, l'acte notarié est bien Voilà. plus cher, évidemment. Alors, ça peut rendre service à des gens que je le dise. Ça. Oui, tout à fait, vous avez raison, Lucien, de partager vos bons plans, comme on dit. Oui. Cette solitude, elle vous pèse forcément, mais est-ce que vous avez déjà éventuellement songé à passer le pas d'une association, rencontrer des gens de votre âge, des cercles de jeu, puisque vous aimez le casino, pourquoi pas des jeux de cartes Au casino, je rencontre des gens, mais vous savez, c'est des joueurs. Hein, Bon, moi, je suis un petit joueur, moi. Hein. Et il y a des fois, je gagne 150 €, j'arrête de jouer, j'ai joué un quart d'heure. Oui. Moi, j'ai une petite retraite, alors il me faut un petit peu d'argent de poche, quoi. Oui, bah c'est normal, ça. Je me suis acheté une voiture neuve, là, au mois de juillet, uniquement pour aller au casino. Oui. Parce que vous savez, j'ai pas de chance, en plus. Et j'avais 3 vélos, on me les a volés dans le garage, ils m'ont cassé la porte du garage, ils m'ont volé tous mes vélos. Ah oui, J'avais acheté 2 vélos neufs. J'avais 2 vélos électriques et un vélo normal. Alors,
J'ai acheté la voiture neuve comme ça ils vont pas me voler la bagnole quand même. Écoutez, puis voilà, puis voilà ma vie, quoi, ma pauvre vie. On vous le souhaite là, pas. Vous voyez, ce soir, il y a le réveillon de Noël, là. Oui. Eh ben, je me suis tout acheté, comme j'ai gagné un peu, je me suis acheté un peu n'importe quoi, un peu de tout. Mais je réveillonnerai même pas, cette nuit, je réveillerai à midi, quoi. Oui. Non, mais je suis tout seul. Oui. C'est ça qui est embêtant. Je voudrais bien partager avec une femme gentille. Hein. Oui, bien sûr. Mais vous savez, qui me bouffe mon pognon puis qui s'en va. Hein. Oui, non, mais ça, il n'y a pas forcément que des femmes qui bouffent du pognon et qui s'en vont. Une femme raisonnable. Bah oui, comme des hommes raisonnables et des hommes moins raisonnables, heureusement. Bah, oui. Non, mais ce que je veux vous dire déjà, c'est très bien d'avoir pris la peine de prendre le téléphone et de passer comme ça en direct sur l'antenne à Europe 1. Oui, parce que j'écoute souvent l'émission. Il y a longtemps, je l'écoute. Ouais, je trouve ça courageux de votre part. Tout le monde n'a pas cette capacité à faire ça, donc. Ah bon, bah c'est bien oui. alors. Bah oui, je trouve ça très bien. Et puis surtout, ce que j'entends dans votre témoignage, c'est évidemment de la tristesse, puisque 46 ans d'une vie avec quelqu'un qu'on a aimé comme vous l'avez aimé. Oui. Forcément. J'ai l'impression que je vis dans un nouveau monde. Bien sûr, Lucien. Vous vous rendez compte? Parce que moi, je voyais tout par elle. Et puis nous, on fréquentait pratiquement personne, parce que, vous savez, quand on dit vivre heureux, vivre caché, les gens, même si vous avez moins de sous qu'eux, ils sont jaloux parce que vous êtes heureux. Alors, nous, à l'enterrement, on était 5. On est compte? Il y avait un de ses fils, moi, puis Sabru, puis une autre personne, c'est tout. Enfin, on s'en fout de ça. Elle avait tout payé avant, elle avait 3 gosses. Hein. Elle avait tout payé son enterrement avant, tout était payé, alors comme ça les gosses ont été tranquilles. Et puis ils ont eu chacun 15 000 euros, puis ils ont vu que j'avais pas bouffé des sous de leur mère, quoi. Mais justement, ces 3 enfants, de vieillesse. Ces 3 enfants, vous n'êtes pas en contact avec eux? Uniquement avec un. Oui. Et les 2 autres n'étaient pas trop bien avec elle, justement, parce qu'à cause de moi, quoi. Ils supportaient mal la relation? Elle avait un fils qui avait 2 ans de plus que moi. D'accord. Et puis il en avait un qui avait 1 an de moins que moi. Et je m'accorde bien avec l'autre, un qui a 10 ans de moins que moi. Le comptable. Lui, il vient tous les ans à la Toussaint. Oui. Puis il m'invite au restaurant, quoi. Donc le lien est maintenu quand même avec lui? Avec lui, oui. Mais je lui ai demandé, s'il voulait être mon légataire universel. Oui. Comme il y avait encore des meubles à sa mère et tout. Et il a dit non, alors il faut bien que je trouve quelqu'un. Parce que comme je connais une de mes sœurs, la première chose qu'elle va dire, quand sa mère est morte, ma sœur, la première chose qu'elle a dit, il faut que je vide le compte en banque parce que c'est la loi. Alors moi, quand ma mère est morte, comme elle m'a pas élevé, j'ai dit, moi je veux rien, je m'occupe de rien, puis c'est tout. Mais vous voyez, si moi je mourais, on se parle pas ni rien du tout, mais si elle voyait ce qu'il y a à la banque, elle courrait tout de suite pour dire faut éteindre le compte. Mais est-ce que là, comme il y a un légataire universel, mon ami, là, le copain, j'aime mieux qu'elle soit un copain, un étranger que je connais pas, que... Autrement, j'aurais donné tout à Brigitte Bardot. Oui, pour la sauvegarde des animaux, c'est ça? Oui. Mais comme le copain, il est gentil avec moi, comme je connais pas toutes les villes, là, quand on va au magasin, il vient avec moi et tout, il est gentil, alors... Et il veut rien, en plus. Mais comme il est joueur, vous savez ce que je fais? Je joue des abonnements de 5 semaines, et puis je lui dis on partage à 2 si ça gagne. Alors comme ça, il est obligé d'accepter quelque chose. Hein, parce que je ne veux pas me faire trimballer pour rien non plus. C'est uniquement quand on va en ville, hein, autrement. Bien sûr. Non, mais je pense que là, si vous voulez, Lucien, toutes ces questions d'argent ont été réglées. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus s'épancher trop là-dessus. D'après ce que j'entends aujourd'hui, votre démarche quand même, c'est d'arriver à conjuguer le quotidien avec quelqu'un. C'est-à-dire que avec une femme, oui. Arriver à sortir de cette solitude-là. Donc, je pense que oui, une femme gentille. Bah oui, il n'y a pas de raison. Si j'en trouvais une, je serais capable de même plus aller au casino. Oui. Hein? Parce que je suis pas un vrai joueur, moi. Oui, non, mais on a bien compris que le casino, selon moi, ça vous permet de vous structurer votre quotidien et de vous sortir de chez vous. C'est-à-dire c'est ça. Il y a la sortie pour aller... Là, le casino, il m'a déjà payé mon réveillon de Noël et de Nouvel An. Bon, bah écoutez, au moins si ça servait à ça, si vous n'avez pas perdu d'argent, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Oui, c'est ça, ouais. Mais je pense que il faudrait, puisque vous êtes en capacité d'appeler une radio comme Europe 1 pour témoigner en direct, il faudrait passer le pas et appeler des associations dans votre région. Mais qu'est-ce que vous appelez association? Eh ben, vous savez, c'est pas forcément un club de rencontre, mais il y a des associations autour de loisirs, autour de passions que vous pouvez avoir. Ah oui, c'est qu'il y a des personnes âgées qui vont. Tout à fait, qui pourraient éventuellement, correspondre aux passions que vous-même vous avez.
savez, il y a le casino, donc c'est pour ça que je vous parlais de jeux. Il y a beaucoup d'associations, de gens qui font des jeux de société, des jeux de cartes. C'est l'occasion, si vous voulez déjà vous-même de sortir de chez vous pour aller vers les autres. Ça peut sortir de chez moi pour aller autre chose que le casino. Exactement, c'est-à-dire d'avoir un relationnel et aussi une vie sociale, de parler avec des gens, de raconter, partager des tranches de vie, le quotidien. Déjà, vous aérez, vous apaisez un peu, vous apportez un peu de baume au cœur. Et qui sait, parce que vous savez la solitude que vous vivez. Il y a beaucoup de gens qui la vivent également, il y a beaucoup de femmes qui la vivent aussi. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura cette possibilité de rencontrer quelqu'un qui vous séduit. Il y a une femme qui a la tombe en face de moi. Elle a 72 ans. Elle se porte bien et tout. Elle me laisse même une place pour me mettre assise. Vous savez, quand je venais avec mon vélo, j'allais avec le vélo jusqu'à la tombe. Enfin, ça, c'est des petites conneries. Et puis, je faisais la cour, puis je lui ai dit carrément que ça me plairait si on pouvait se fréquenter. Puis elle m'a dit, moi je veux plus d'homme. Elle me dit, moi maintenant j'ai ma liberté et tout. Alors je la comprends. Alors on est bien copains, on est amis. C'est bien ça. On se téléphone au nouvel an, mais ça va pas plus loin quoi. Ça va pas plus loin. Par contre, si je puis me permettre de vous donner un conseil en tant que femme. Hein. Là, je vous entends plus bien là. Est-ce que vous m'entendez là? Moins bien. Moins bien? Moi je vous entends très bien moi. Ah bon? Vous m'entendez bien là? Pourtant, je me suis nettoyé les oreilles. Enfin, je l'entends quand même un peu. Vous m'entendez, Lucien, là? Enfin, on s'est tout dit, vous me direz. Non, c'est pas tout dit, parce que j'allais vous dire... dites-moi ce qui manque, alors. Un petit conseil, si vous souhaitez mon avis en tant que femme. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, ne soyez pas aussi frontal. Ah bon, faut pas que je raconte tout de suite. Non, déjà, laissez le temps de se découvrir. Ah oui, je parle trop, mais là, je parle trop parce que c'est vous. Hein. Non, mais je sais, ça, y a pas de problème. Moi, je suis là pour vous écouter, vous savez, c'est pas le souci. Mais si demain, vous êtes amené à rencontrer une autre femme qui vous plaît, n'allez pas tout de suite parler de se fréquenter. Vous voyez ce que je veux dire? Commencez par faire un peu la cour, proposer un café, proposer une sortie. Prenez le temps. Parce que ça peut effrayer. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes trop en demande. Puis petit à petit, je lui demande si elle veut venir goûter chez moi. Oui, enfin petit à petit, si ça fonctionne bien. Vous le faites. Non, mais vous avez beaucoup d'humour, vous. Ah oui, il faut. Hein. Mais oui, mais ça c'est très bien. Et ça plaît aux femmes, sachez-le, Lucien. Oui. Parce que j'en avais rencontré une au casino. Je l'ai invitée au restaurant. J'étais au restaurant avec elle. Avec quelle? Laquelle? Avec une femme, une autre femme. Ah, d'accord. Et puis c'est une femme, elle a des histoires. Elle se bat avec son mari, elle appelle les gendarmes, elle couche dans sa voiture. Alors les gens qui ont des histoires comme ça, moi je fréquente pas. Ouais, je pense que vous avez raison, oui. Moi je veux que ça soit clair, que ça soit net. Là, c'est normal. Hein. Non, mais vous avez parfaitement raison, mais je pense que ça c'est quelque chose que vous devriez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si à Europe 1, il y a des fois des dames que mon histoire les a intéressées, qui m'ont écouté. Vous pouvez leur donner mon numéro de téléphone. Hein. Écoutez, alors ce que je vais faire, c'est que puisqu'on est en direct... Il y en a une, j'ai écrit à une femme là, en ce moment, mais on se fréquentera jamais parce qu'elle habite trop loin. Oui. Ça fait 2 ans qu'on se connaît, elle a 80 ans, on s'écrit tout le temps. Ça c'est très bien ça. On s'écrit une fois tous les 15 jours. C'est joli une relation épistolaire. Mais on se fréquentera jamais. Oui. Mais on s'aime bien quand même. C'est très bien. Elle s'ennuie aussi, elle a 80 ans. Mais elle voulait que j'aille habiter chez elle dans sa maison. Mais moi, je veux pas perdre mes avantages que j'ai en Moselle et tout. Hein. Si j'étais malade, nous ici, on est à 90%, on paye pas l'hôpital, alors on a des petits avantages quand même. Hein. Non, mais je crois que surtout, au-delà... Si je quittais le département, je perds tout. Quoi. Bien sûr, ça évidemment, et on peut le comprendre. Allô, vous m'entendez, Lucien? Je crois que vous m'entendez mal. Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends très bien, et tout le monde vous entend, sur l'antenne d'ailleurs. Non, moi je vous entends plus du tout, moi. Ah, plus du tout? C'est peut-être mon téléphone qui déconne. Ah non, ça y est, je vous entends bien là. Non, je vous assure, on vous entend bien. Bien. Ça y est, je vous entends bien aussi maintenant. Oui, tant mieux. Non, mais je vous disais, au-delà de... Évidemment, c'est important parce qu'on vit une période difficile d'un point de vue économique. Les avantages sont toujours les bienvenus. Oui. Mais je crois que ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un qui partage votre quotidien. Qui partage mon quotidien, oui, mais vous comprenez que je ne peux pas changer de département parce que la dame, elle voulait même que j'habite dans sa maison. Mais je lui ai dit carrément, si jamais vous mourrez, moi je me retrouve dehors, j'ai plus rien. Et puis j'ai une retraite, j'ai 1 000 euros par mois. Avec 1 000 euros par mois, personne ne me donnera un logement, alors j'aime mieux garder le mien. Hein. Oui, non, mais en même temps, vous êtes très bien chez vous aussi, donc il n'y a pas de raison d'aller déménager et de tout balayer sur son passage, tout ce que vous avez construit. C'est pour ça que je vous dis, soyez positif, parce que on sent que vous êtes quelqu'un qui a envie, qui a de l'humour, Ah oui, moi je suis honnête, moi. Oui, ça s'entend. C'est pas pour profiter d'une femme, hein.
Non, mais ça, vous avez raison. Mais je pense que, vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous ai dit, là, d'aller passer le pas l'apport d'une association? Eh ben, j'y avais déjà pensé. C'est bien ce que vous dites, mais là-dessus, je suis un peu feignant, quoi, si on veut. C'est-à-dire? Ben, l'autre jour, il y avait le repas des vieux. J'y étais quand même à la mairie. C'est la première fois que j'y allais. Bah ça, c'est très bien, ça. Oui, mais les gens, il y en a une, j'ai commencé à lui faire la cour. Et puis, je lui dis, si vous ennuyez, on peut prendre rendez-vous tous les deux. Puis, il dit, attendez, je demande à mon mari. Son mari, il était en face. Il avait de l'humour. Alors, je me suis excusé. Je lui ai dit, vous voyez, votre femme, elle plaît encore. Hein. On lui fait la cour. Et puis, ça s'est arrangé comme ça, quoi. C'est pas... Mais méchant, vous avez passé un bon moment dans le cadre de cet événement de repas organisé pour je me suis le troisième âge. je me suis ennuyé. Pourquoi Parce vous êtes ennuyé? leur repas, il dure 5 heures, vous vous rendez compte. Alors, moi, j'aime mieux aller au casino à ce compte-là. Oui, non, mais le casino, vous êtes tout seul face à votre machine. Mais j'aimerais mieux jouer aux cartes. Voilà. Dans une association. Alors, vous êtes en Moselle. Oui, je suis en Moselle, je suis à Metz. Vous êtes à Metz. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire en sorte que la solidarité paye sur l'antenne d'Europe 1. Si vous êtes dans la région, si vous êtes en Moselle, que vous-même, vous nous écoutez en ce moment et que vous faites partie d'une association, merci. Merci pour Lucien de nous laisser vos coordonnées, oui, comme ça il m'invite et puis je peux y aller, oui. Qu'on vous invite ou que vous-même vous ayez un numéro de téléphone ou le nom d'une association ou sur Internet, Lucien, vous n'avez pas Internet? Ah non, j'ai pas Internet, non. Voilà, il y a bien un café là où vous êtes ou un bar où vous avez accès à Internet. Non, mais j'ai le téléphone. Oui, mais vous savez, sur Internet, on trouve aussi beaucoup de choses. Ah oui, mais ma femme, elle voulait pas Internet, ma compagne, vous savez pourquoi? Oui. Elle m'a dit, tu vas trouver une autre femme puis tu vas te barrer. Alors, elle a maintenant, avec 1 000 € par mois, Internet, j'en ai rien à foutre. Internet, moi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai un ordinateur, mais c'est pour jouer avec, moi. D'accord, donc on sent que vous aimez bien les jeux quand même, hein? Ah oui, ça, les jeux, oui, j'aime bien. Mais j'apprends à jouer, hein. Bon, alors, puisque vous n'avez pas Internet, mais on a des auditeurs qui sont sympathiques, on va essayer de faire en sorte qu'on ait des coordonnées pour vous, des numéros de téléphone. Oui, j'ai un numéro de téléphone. Alors. Voilà, et des noms d'associations. Vous pouvez nous écrire, puisque nous sommes en direct jusqu'à 1h du matin avec vous sur Europe 1. C'est le 7 39 21 pour vos SMS. Vous envoyez le mot nuit d'abord, et vous pouvez nous écrire par mail si vous avez accès à Internet, et ça nous rassure d'ailleurs, c'est europe1.fr. Ah oui, comme ça vous leur donnerez mon numéro de téléphone. Avec plaisir, Lucien. Vous voyez tout ce qu'on fait pour vous? Oui, vous êtes gentil, hein. Écoutez, on est là pour ça. Vous êtes mon cadeau de Noël. Oh, c'est gentil, ça. Si, c'est vrai. Moi, c'est adorable. Je me suis acheté un orgue électrique, parce que mes cadeaux, je me les fais moi-même. Mais c'était un petit truc ça coûtait 100 €, hein. Oui. Mais je suis vachement content avec. Écoutez, tant mieux. Vous voyez, il faut pas grand-chose pour être heureux. Mais non, mais gardez cette joie de vivre qui vous caractérise. Oui. C'est important. Il faut que je garde le moral. Oui, mais je l'entends. Mon copain, il me dit toujours, t'es toujours de bonne humeur, toi. Mais oui. Parce que des fois, je prends une gamelle au casino, ça arrive de temps en temps. Je suis quand même de bonne humeur parce que je sais que dans les 10 jours qui suivent, j'aurai rattrapé ce que j'ai perdu. Lucien, je vais vous embrasser très fort parce qu'il y a beaucoup d'appels ce soir au 39 21. Oui. Je vais vous souhaiter une belle route. Je vous souhaite de rencontrer quelqu'un pour vous accompagner dans votre vie, dans votre quotidien et vous apporter du bonheur que vous méritez. Voilà, je vous remercie. Je vous embrasse aussi, moi, madame. Avec plaisir. Appelez-moi Julia. Madame, je n'aime pas trop. Ah oui, Julia, oui. Ouais, c'est plus simple. Mais vous venez pas souvent, vous, hein? Non, écoutez, c'est mon deuxième soir exactement, là. Ah oui, parce que l'autre jour, quand j'avais appelé, c'était Sophie. Oui, Sophie Peters qui fait tous les vendredis. Oui, puis ils m'ont loupé. Après, il y a eu la Caroline, elle est venue une journée. Caroline Dublanche, oui. Oui, et puis maintenant, c'est vous. Voilà. Mais parce que la dame, elle me dit, ça fait rien que c'est vous. Je dis, moi, c'est une psychologue, moi. Moi, je parle à une psychologue. Je cherche pas à faire la cour à la dame qui répond au téléphone. Non, mais évidemment. Je pas, hein. Mais non, vous avez bien raison. D'ailleurs, je le prends pas comme ça. Non, non. Non. Je vous remercie et je vous embrasse moi aussi. Je vous embrasse bien fort. Je vais peut-être faire un petit réveillon. Je vais peut-être manger 6 huîtres. Ah, ça j'aime bien. Parce que j'adore les huîtres, moi. Ah voilà. J'adore les mâcher avec le pain et le beurre. On se quitte sur une belle note. Oui. Allez, bon réveillon à tous ceux qui nous écoutent. Au revoir, Lucien. Au revoir.
Et nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin sur Europe 1 pour la libre antenne. Continuez à nous appeler au standard, c'est le 39 21, à nous écrire sur europe1.fr et à nous envoyer des réactions via SMS au 7 39 21 avec le mot nuit. Juste avant, Lucien qu'on a quitté avant la chanson, cet homme de 68 ans qui habite à Metz, qui habite en Moselle et qui se plaignait de sa solitude, mais avec tellement d'entrain, avec tellement de fantaisie. Si vous nous écoutez, Lucien, je vous l'avais promis, vous savez, les gens sont en train de réagir à votre témoignage. Quelqu'un nous écrit, elle est vraiment super et sympathique, ce Lucien. On vous conseille d'aller sur Internet. Alors vous-même, vous n'avez pas Internet, peut-être quelqu'un autour de vous. Sur le site, on va sortir, peut-être pour vous indiquer dans votre région ce que vous pourriez faire. On a Laure qui nous a laissé son numéro de portable pour vous, Lucien, à Metz. Et puis Marjolaine nous écrit, eh bien moi j'aurais adoré avoir un grand-père comme vous, Lucien. Super, drôle et attachant. 23h29 sur Europe 1, nous sommes en direct et il est temps d'accueillir maintenant Lucie. Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir Julia. Bonsoir Marie. Bonsoir Julia de mon cœur. Bonne fête à toute l'équipe de Europe 1 qui est merveilleuse, qui m'aide à vivre toute la journée et la nuit. Merci beaucoup Marie, on est très touchés par ce témoignage. Vous nous appeliez pour quelle raison ce soir ? Eh bien voilà Julia, je voulais dire à tous ceux qui sont dans la grande détresse d'aller toujours plus loin. J'ai été martyrisée avec mon frère qui, n'en pouvant plus, s'est jeté sous le train à 9 ans. J'écrirais un livre, on le prendrait pour une fiction. Et donc, j'ai toujours survécu parce que dès que j'avais un petit moment que j'étais pas en train de travailler, dès le plus jeune âge, j'écoutais des oiseaux, je regardais la nature qui m'a beaucoup aidée. Et cela jusqu'à 21 ans. Et après, j'ai rencontré mon mari qui, en fait, je me suis aperçue, il ne travaillait que quand il avait le temps, c'est-à-dire pratiquement jamais, et il n'avait que des maîtresses. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il m'avait épousée. Il m'a dit, tu étais pleine de bleu, je savais que je pourrais faire ce que je voulais avec toi. Bon, il m'a jamais battu ni rien, mais il ne travaillait pas, il prenait l'argent de la maison, il n'était jamais là. Et ma fille me disait, je vous le promets, à 4 ans, un jour, elle est rentrée. Elle me dit, maman, tu n'es pas en concubinage? Je lui dis non, pourquoi? C'est quoi le concubinage? Elle me dit, voilà maman, tu vois papa, il est jamais là. Je sais que tu te prives de manger, tu dis que tu n'as pas faim, mais ce n'est pas vrai. Et si tu étais en concubinage, tu mettrais la valise devant la porte et comme ça tu pourrais manger. Bon, elle l'avait entendu, hein. Mais elle était très, très... Je lui disais jamais rien sur son père. Mais elle est très, très, très en avance. Et puis, après, j'ai fini par divorcer 14 ans après. Et j'ai élevé ma fille qui était formidable, hein, Barbara. Et après... j'ai été dans une entreprise qui a
profité de moi. J'ai été cadre supérieur quand même. J'ai fait des études par... je sais plus le nom. Par correspondance? Oui. Oui. Et puis, un jour, mon patron m'a dit, Jocelyne, hein, il avait fait un concours, je travaillais dans une grosse société américaine dans le Midi, et il avait passé un concours pour avoir une plus grosse concession, et il a été reçu premier, et nous sommes allés à Lyon. Mm-hmm. Et là, le premier jour, Dominique, mon patron, m'avait dit, il faut que tu ailles chercher un appartement à Lyon. Eh bien, j'ai rencontré, en fait, ce que j'appelle ma petite puce. Votre petite puce, c'est-à-dire? Eh bien, ce qui deviendra mon mari quelques mois après. D'accord. Et dès le début, nous étions dans le même, comment dire, Julia, dans la même direction. Le même état d'esprit, la même direction, la même volonté, vous regardiez dans le même sens? Tout. Et je me perds toujours. Alors je m'étais mis à la terrasse d'un café, très loin, pour la première fois de ma vie. Et j'avais sorti des cartes. Et il y a un monsieur qui était pas très loin, qui s'est approché et qui m'a dit que voulez-vous? J'ai dit je veux la rue Creuse. Il faut pas que je dise. Je veux telle rue. Et il m'a dit j'y habite. Alors je lui ai dit oui, mais j'ai rendez-vous que dans une demi-heure. Et il m'a dit on va prendre un diabolo en attendant. Et puis là, il me dit que faites-vous le soir? Je lui dis rien. Et moi qui, pendant toutes ces années où j'ai élevé ma fille, je n'ai eu aucun rapport, parce que pour avoir des rapports, il faut aimer. Et j'avais trop de respect pour ma fille pour aller ailleurs. Là, elle avait 18 ans. Et on était en osmose tous les deux. Et il m'a demandé ce que je voulais faire le soir. Je ne dis rien. Il m'a dit, écoutez, je vous emmène au restaurant. On est allé au restaurant. Le lendemain était un dimanche. On est allé au parc de la Tête d'Or. Et le lundi, incroyable mais vrai, lui, il était, je ne dis pas son métier, et il travaillait juste en face de l'agence où je... Vous travaillez? Non, où j'avais rendez-vous pour voir un appartement. Incroyable. Et Marie, une petite question, c'était il y a combien d'années cette rencontre? C'était en 92. 92. En août 92. Nous nous sommes mariés en 93. On nous appelait des amoureux. Et pourtant, on se donnait la main dehors parce qu'on ne bicotait pas dehors. Mais il paraît que nos yeux étaient remplis d'amour. Oui. Et en 95, j'ai attrapé une maladie orpheline suite à une toute petite opération, à une anesthésie qui a été mal faite. Et grave. Et mon mari a attrapé une leucémie foudroyante en 2008 et il est décédé en 2008. Et ces docteurs disaient, je pense que votre maladie y est pour quelque chose,
dans la maladie qu'il a attrapée parce qu'il n'arrêtait pas de dire. Il m'appelait bébé. Et mon petit bébé, qu'est-ce qu'il va devenir? Et mon petit bébé. Et là, je suis en maison de retraite. Et je suis mal considérée, très mal. La femme de ménage, elle me fait elle me fait penser à ma mère. Et je ne vois pas, au fait, parce que depuis environ 1 an, j'ai une veine du cerveau qui a cédé et qui a fait une hémorragie, puis après un caillot qui a tué à 98% le nerf optique. Mais malgré tout, je ne pense jamais à moi. Je me dis au contraire, il vaut mieux que ça m'arrive parce que j'ai eu tellement de pépins dans ma vie que j'en ai l'habitude. Mais vous avez votre fille? Oui, mais elle est à Paris. Moi, je suis à Béziers. Mais vous êtes en contact avec votre fille, Marie? Ah oui, oui, oui. Oui? Oui, oui. Vous avez un rapport privilégié, aimant? On s'adore énormément. Elle a des enfants? Non, parce que elle a une maîtrise de droit international et elle est DRH et même plus dans une société américaine et elle travaillait trop. Elle prend beaucoup trop de temps pour son travail et elle n'a pas le temps de... Oui, elle n'a pas le temps, elle en a l'envie peut-être, mais pour le moment, elle a d'autres priorités dans sa vie. D'ailleurs, on discutait, elle me dit, ma petite maman, tu vois, avec le monde qu'il y a aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir d'enfant parce qu'il me fait trop peur. Je lui dis, moi aussi, ma chérie. Voilà. Oui, c'est pour dire à toutes les personnes, bon, c'est vrai, c'est dur la vie, mais je dis pas que je l'aime, je dis rien. Je sais pas, j'arrive à encaisser tous les coups et je ne me plains jamais. Je suis sous morphine, tellement ma maladie et je perds mes os, je perds mes tendons, mes ligaments, mes muscles. Et je peux à peine marcher. Je ne vois pas, mais je suis bien. J'écoute, on m'a donné quand même une chambre qui donne sur le... Là, il faisait un soleil merveilleux aujourd'hui, hier aussi. On avait peut-être, je sais pas moi, 24 talons au soleil. Et j'entendais tous les oiseaux chanter. Et ils me répondent, je vous promets, ils me répondent tous. Mais je vous crois, Marie, je vous crois. Et je vais leur... Et je trouve ça d'ailleurs important ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que dans votre témoignage, on entend que votre vie a été émaillée de souffrance, de violence, de difficultés, de la perte d'être cher. Et pour autant, vous me dites maintenant que vous êtes dans un rapport aimant avec votre fille, qu'elle est là, qu'elle vous aime, que vous avez une relation privilégiée, qu'elle vous permet de penser à l'avenir. Et là, vous me dites que malgré tout, avec tout ce qui vous est arrivé aujourd'hui, vous êtes toujours à croire en la vie, à regarder vers l'extérieur, regarder le soleil et profiter de ce qui nous est donné à ressentir, à voir. Je le vois pas. Mais vous le ressentez. Ben oui, la chaleur. La chaleur, ouais. Et chaque oiseau me connaît et me répond, je vous le promets. Et ce n'est pas la première fois que je parle aux oiseaux. Je ne sais pas, j'ai un contact avec les animaux incroyable parce que à côté, un peu plus loin, il y a l'infirmerie et il y a
il y a deux personnes dont une qui épène son chien. Et le chien, il est amoureux de moi, mais incroyable. Vous avez certainement une sensibilité qui fait que vous avez ce contact particulier avec les animaux. Oui. J'ai une chatte il y a 3 ans. Elle s'est mise à mes pieds. Pourtant, elle est très, très... Apparemment, personne ne peut la toucher. Elle était maigre et tout. Je lui ai donné à manger. Et depuis, j'ai fait stériliser et tout. Et depuis, elle est à moi, quoi. Mais pourquoi elle est venue à mes pieds, à moi? Mais parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous devez émettre une sensibilité particulière qui plaît aux animaux. Je voudrais vous souhaiter du courage. Je voudrais vous envoyer plein de belles ondes également que vous allez ressentir, comme ce soleil qui vous a réchauffé tout à l'heure. Je voudrais vous dire que je trouve ça positif avec tout ce qui vous arrive de continuer à essayer de percevoir la vie du mieux que l'on peut. Et je voudrais surtout vous embrasser très fort en ce soir de réveillon, Marie. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont seuls. Et je tiens à vous dire qu'on est en direct jusqu'à 1h du matin et qu'on est là aussi pour vous soutenir, pour vous écouter et pour essayer peut-être, si on le peut, vous apporter du baume au cœur. On marque une pause sur Europe 1. Je vous embrasse très fort, Marie. Et on se retrouve juste après avec un peu de musique et un nouveau témoignage dans cette libre antenne. Peut-être. Merci de votre confiance, Europe 1. Vous écoutez la Libre Antenne en direct jusqu'à 1h du matin. Et maintenant, il s'agit de Jeanne qui souhaite intervenir en direct. Bonsoir, Jeanne. Oui, bonsoir. Oui, j'ai découvert votre émission au mois de septembre. Oui. Et donc, il y avait Caroline et Sophie. Et donc, j'ai jamais osé appeler. Et comme je me sens tellement seule ce soir, j'ai tant pis. Je fais le premier pas. Vous avez très bien fait. Voilà. Très bien fait, Jeanne. Donc, j'ai perdu mon mari il y a 1 an. Oui. Un an passé. Il a été malade pendant 4 années. Il a fait 2 AVC. Donc, un problème de diction. Et donc, il y avait presque plus de contacts, que des contacts, enfin, il y avait l'infirmier qui venait évidemment le matin, mais j'étais toute la journée avec lui, je ne comprenais pas ce qu'il disait alors qu'il avait toute sa tête. C'est quelqu'un qui était très intelligent, mais alors de son regard, il fallait que je comprenne quand il me parlait. Et ça, depuis 1 an, je suis vraiment seule, parce que nous avons eu 4 enfants, 3 petits-enfants qu'on ne voit plus, qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a des moments, il faut que je m'accroche, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, si je vous appelle ce soir, c'est certainement que parmi les personnes qui vous appellent, il y a je sais pas, un cas isolé, certainement. Et certainement, il y a d'autres personnes dans mon cas. Alors, je me dis, peut-être je vais appeler, certainement, parce que le téléphone qui ne sonne plus, j'ai pas de porte ouverte, quoi. Oui, vous voyez, oui. Vous avez un entourage amical ? Non, je n'ai personne. Non. Je n'ai personne, parce que moi, je viens d'un milieu prolétaire. Et mon mari, donc, d'une famille bourgeoise. Et je n'ai jamais été acceptée. Je n'ai jamais été acceptée. Et puis, une belle-mère très possessive. Enfin, vous voyez. Et puis voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, je me suis retrouvée seule avec mon petit chien. Et donc, je me dis, tiens, tant pis, je me décide ce soir à appeler. Mais vous avez parfaitement bien fait, Jeanne, puisque, à juste titre, vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls en ce soir de réveillon de Noël. Oui, certainement. C'est une soirée particulière pour beaucoup de gens, parce que les fêtes de fin d'année, Noël, ça symbolise la famille, la réunion des êtres chers. Et forcément, quand on a perdu quelqu'un qu'on aimait si fort comme vous, votre mari il y a 1 an, ça peut réveiller des angoisses, ça peut... réveiller des souffrances et des douleurs. Et effectivement, il y a des gens qui sont seuls, qui ne franchissent pas le pas, comme vous l'avez fait, de prendre leur téléphone et de se lancer à essayer d'échanger, de converser pour peut-être essayer d'apaiser un peu cette solitude. Vous m'avez parlé de vos petits-enfants ? Je les connais pas. Enfin, j'ai une petite fille qui va avoir 18 ans au mois de février.
Et je l'ai connu jusqu'à l'âge de 10 ans. Oui. Et ça fait 8 ans que je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Des histoires que ce serait trop compliqué à expliquer. Et un autre petit-fils qui avait 2 ans et demi. Oui. Il va avoir 15 ans. Et un autre petit-fils de 3 ans et demi que mon mari est décédé. Il n'a pas connu ses petits-enfants. Donc, voilà. Donc, vous avez un garçon ou une fille? Vous avez j'ai 2 garçons et 2 filles. 2 garçons et 2 filles. Et vous êtes en contact avec eux? Non, pas du tout. Avec aucun des enfants? Non, aucun, non. Pour quelle raison, selon vous? Vous savez, ce serait trop compliqué à expliquer. Oui. Oui. Donc, une belle-mère qui a été très possessive et puis qui me sentait pas capable de les élever. Enfin, vous voyez, j'étais... non, parce que moi, comme je vous dis, je venais d'un milieu très modeste et puis j'ai senti que pour moi, ça a été le miroir aux alouettes et j'ai senti que j'étais pas acceptée, quoi. J'ai toujours été qu'une étrangère, quoi. Pas acceptée, donc on vous a pas donné de place, apparemment, dans cette famille? Non, j'ai jamais eu une place, non. Ouais. Et du fait que moi, je ne suis pas d'ici, donc je me dis, je dois me faire connaître, donc, et j'ai pas trouvé de porte ouverte. Et j'ai eu une amie pendant 23 ans, nous étions très proches toutes les deux. Et elle était beaucoup plus âgée que moi, mais elle est décédée il y a 3 mois. Alors mon but c'était, quand je m'occupais de mon mari l'après-midi, quand il faisait sa sieste, je pouvais me libérer un peu. Donc je passais 1 heure ou 2 avec elle et puis elle est décédée également il y a 3 mois. Et je me trouve seule, quoi. Et là, je n'arrive pas à apprivoiser ma solitude. Parce que pourtant, je suis d'un tempérament solitaire. Mais je n'arrive pas à apprivoiser ma solitude. Oui, mais c'est à juste titre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un tempérament de solitaire. Et finalement, quand on subit une solitude, ça n'a rien à voir que de choisir de s'extraire par moment pour se recentrer, pour se ressourcer. Absolument. Donc je pense que là, cette situation ne vous convient pas puisque vous ne l'avez pas choisie. Non. En réalité, ce que j'ai du mal à aussi envisager, c'est ces 4 enfants avec qui il n'y a plus de contact. Est-ce que vous voulez dire que vos enfants, en revanche, sont toujours en contact avec votre belle-mère? Non, elle est décédée il y a quelques années. D'accord. Oui. Et en contact avec la famille de votre mari? Ils sont... Oui. Oui. Donc, moi, j'ai une famille aussi, mais enfin, on n'est pas très proches, on n'est pas, enfin... Et je ne les ai pas vus depuis plus d'1 an que mon mari est décédé. Je n'ai vu personne et on me téléphone de temps en temps, mais je me sens seule, quoi. Puis ce qu'il y a, c'est que je fais plus de projets, je faisais beaucoup de bateaux avec mon mari, donc je fais plus de projets, je suis très passéiste et puis nostalgique. Et je devrais pourtant essayer de remonter la pente, mais je n'arrive pas. Est-ce que vous avez eu la volonté ou l'envie de vous faire accompagner dans cette démarche par un thérapeute peut-être qui peut vous donner des clés pour avancer? J'ai vu une psychologue, pendant 3 ou 4 mois. Mais je me sentais vidée, je me sentais bien. Mais dès que je franchissais ma porte, que je rentrais chez moi, évidemment, toute cette souffrance, les problèmes que j'ai eus, ils étaient là, quoi. Parfois, j'ai envie de partir. Je me dis, mais à mon âge maintenant, recommencer ma vie ailleurs qu'ici, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais je crois que vous savez, c'est aussi très difficile à accepter, et quand on perd quelqu'un d'aussi proche que votre mari, avec la relation que je perçois dans les mots que vous utilisez, une relation particulière, privilégiée, fusionnelle avec lui, où il y avait beaucoup de partage et d'échanges, notamment de loisirs et dans le quotidien tout court. Je pense qu'1 an, c'est relativement peu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il y a des étapes à franchir quand on perd quelqu'un c'est très difficile. De si proche. Moi, je me suis dit je me disais peut-être que dans 2 ou 3 mois, mais non, maintenant mon but c'est d'aller au cimetière. Alors pourtant je suis allée aujourd'hui, je me dis mon Dieu, il pleuvait et je me dis qu'est-ce que je fais? Je rentre ou pas dans le cimetière? J'aurais préféré être chez moi, mais il fallait, j'étais comme poussée, donc comme si quelqu'un me poussait. Je suis allée jusque là parce que j'ai plus de but, j'ai pas de porte ouverte, quoi. Alors je me dis peut-être parmi les personnes qui vont vous appeler, certainement,
sont peut-être dans mon cas aussi, peut-être, je sais pas, certainement. Oui. Est-ce que vous avez une passion? Est-ce que vous aimez la lecture? Est-ce que vous aimez... Je lis énormément. Oui. Vous voyez. Et puis, moi, j'aime beaucoup la musique classique. Oui. C'est une forme d'évasion, hein. Et en écoutant votre émission, oui. Je connais les chants, c'était Brassens, Léo Ferré, c'était Brel, j'écoutais beaucoup de et puis Moustaki. Et à votre émission, j'ai découvert Calogero, oui. Quand il chante le portrait. Et cette chanson me fait pleurer, parce que je connaissais très peu ce chanteur. Et c'est à votre émission que j'ai entendu j'ai entendu cette chanson, le portrait. Et donc je me dis tiens, si je vais sur le continent, parce que j'habite une île, et si je vais sur le continent, j'essaierai de trouver son CD. Parce que alors voilà où j'en suis. Donc demain, jour de Noël, je vais encore être seule, quoi. Vous savez, vous n'êtes pas seul, et c'est ce que je dis aux gens qui nous appellent, comme Lucien tout à l'heure, qui est du côté de la Moselle. Oui, ma chère. Moi, il y a des personnes qui me font, qui sont très matures, quoi. Il était très, très dynamique et pareil, avait vécu la perte de son épouse, de son amie, avec qui il était resté 46 ans. Donc, je trouve ça très courageux de votre part de prendre le téléphone et d'appeler pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'apporter un peu d'éclaircie dans votre quotidien et dans ce soir de réveillon de Noël qui ravive, comme je l'ai dit tout à l'heure, forcément de la tristesse et ravive la perte des êtres qu'on a aimés et qu'on a chéris. Bien sûr. Et puis ce qu'il y a, j'écris beaucoup. Mais quand je relis, en écrivant, je me suis pas rendu compte qu'il y avait une grande souffrance dans mes écrits. Oui. Donc... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une pause pour les informations puisqu'on arrive à minuit, Jeanne. Ah oui, j'entends, d'accord. Restez en ligne, on va conserver votre appel et on va se reparler juste après le flash d'information, si vous le voulez bien. À tout de suite. Merci de votre confiance, de votre fidélité à Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin en direct et nous attendons toujours vos réactions au standard qui vous est ouvert au 39 21 également par mail via europe1.fr et pour les SMS c'est le 7 39 21 avec le mot nuit juste avant. Nous sommes en ligne toujours avec Jeanne que nous avons laissée juste avant le point sur l'actualité. Jeanne qui nous confiait la difficulté qu'elle a en ce moment avec la solitude du réveillon et Jeanne, sachez qu'il y a beaucoup de réactions concernant votre témoignage. Nous avons Philippe qui nous écrit au 7 39 21 et qui vous dit « Je veux bien avec gratitude vous envoyer le CD de Calogero où il chante le portrait « Je suis comme vous ». J'adore cet artiste et je suis malade et seule également ce soir. Je suis couchée depuis tout à l'heure. Mais je vous embrasse très fort, Jeanne, et je vous souhaite bon courage. » Merci beaucoup. Jeanne, je vous écoute. Merci d'avoir appelé. Je vous envoie via les airs jusqu'à votre île un traîneau fait de tendresse. Voici Valérie qui vous écrit au 7 39 21. Oui, merci beaucoup. Vous voyez, la solitude, comme vous le dites, elle est forcément difficile à vivre en cette période de fête de fin d'année, mais il y a aussi des réseaux de solidarité et je le disais et je le répète, c'est très courageux de votre part d'avoir appelé et d'avoir essayé de converser avec nous ce soir pour échanger. Oui. Mon problème aussi, c'est que je dors très peu. Mon mari, pendant 4 années, la nuit, je me levais. Il m'appelait plusieurs fois dans la nuit et je dormais très peu à l'époque et là depuis son départ je dors à peine 3 heures par nuit quoi. Et puis ma maison m'est devenue étrangère, je tourne en rond, les pieds sont vides, puis le silence, je supporte plus le silence, donc je sais pas comment vous expliquer ça, je sais pas. Mais comment est rythmé votre quotidien? Est-ce que vous arrivez à sortir Non, je suis agoraphobe. Oui.
je suis agoraphobe. Bon, tout le monde se connaît, vous savez, ici, mais je trouve les gens très individualistes. Parce que moi, je suis insulaire également. Mais d'une autre île où nous étions très, très solidaires. Ici, je n'ai pas trouvé de... Évidemment, on se dit bonjour, mais ça s'arrête là, quoi. Et moi, j'ai cette maladresse aussi. Si je rencontre quelqu'un, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai besoin de parler, quoi. C'est ça. Et vous sentez que vous n'êtes pas entendu? Je trouve pas d'écoute, quoi. Oui. Là, il n'y a pas d'écoute. Est-ce que vous parvenez à sortir tout de même, pourquoi pas, pour aller vous balader, vous promener J'ai une voiture sur le continent et je sors de temps en temps, une fois par semaine. Je vais faire des courses sur le continent mais je passe. Mais je me sens tellement mal parmi surtout il y avait beaucoup de monde aujourd'hui et je suis bien de voir tout ce monde. Je sais pas, ça vous oppresse? Mais c'est ça, je suis pas habituée, moi, d'être parmi la foule, je suis complètement perdue, quoi. Mais est-ce que vous aimez la nature? Est-ce que vous aimez vous balader en forêt, vous ressourcer? Il n'y a pas de forêt ici, mais ce qui me manque, c'est... parce que j'ai comment vous dire, mon île, c'est plus au large, donc où je suis née, et ce qui me manque, c'est le bruit des vagues. Ce qui me manque, c'est l'infini. Parce que j'ai un regard vide d'océan, alors que ici, il y a 4 minutes de traversée, c'est pas pareil. Mais mon île me manque énormément, quoi. Nous y allons très souvent avec mon mari, et quand dès que c'est beau, on pouvait, à partir du printemps, on y allait souvent. Et maintenant, le bateau, on ne l'a plus, parce que malheureusement, mon mari, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus... donc... Quels sont les petits plaisirs que vous arrivez à vous octroyer? Avant, on avait des projets quand mon mari il était bien. Donc, mais depuis sa maladie, pendant sa maladie, si vous voulez, nous avons fait le vide autour de nous. Du fait qu'il ne pouvait pas parler, mais il n'avait pas dit, parce qu'avant, il y avait toujours quelqu'un qui passait le voir. Mais là, on ne voyait plus personne. Pendant 4 ans. Puis il est parti et je ne pensais pas qu'il allait partir si vite. Et puis, il avait une pathologie très lourde, mais moi je ne pensais pas. Je me disais, il va revenir. Et puis, malheureusement, il est resté à l'hôpital. Puis, oui, donc, voilà. Donc, est-ce que de ça, vous êtes parvenu à en parler à quelqu'un? Et si comme je vous dis, j'ai pas d'écoute ici. Mais peut-être une écoute professionnelle. Même le médecin de Lille, il n'est pas psychologue bien sûr, mais un mois après la mort de mon mari, donc je suis allée le voir parce que j'avais un traitement à renouveler. Et non, j'ai pas eu d'écoute. Et je suis allée le voir lundi, donc je lui ai dit ce que je pensais. Et, il m'a fait ses excuses parce qu'il a vu quand même j'avais une certaine souffrance en moi. Et alors donc, voilà, donc la nuit, je vais passer encore une nuit blanche, donc j'écoute la radio jusqu'à 6h du matin et je dors 2 ou 3 heures et puis voilà. Et puis mais maintenant les nuits me paraissent interminables, évidemment. Et les journées maintenant il fait noir à 8h le matin, il fait encore nuit. Le soir à 5h30 il fait nuit, donc les journées me paraissent très courtes, quoi. Et oui. J'entends ce que vous me dites et je vous le répète. Je pense qu'effectivement, il est très difficile après la perte d'un conjoint d'arriver, si vous voulez, à vous reconnecter aussi rapidement à la vie. Votre mari est décédé il y a 1 an et vous savez dans la perte d'un être cher, dans le processus du deuil, forcément il y a différentes étapes. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On passe par l'état de tristesse, on passe par l'état de colère, on trouve cette situation injuste. On dit qu'en général, il faut 3 ans pour arriver à
à avancer, Oui, à avancer, oui. à se libérer de cette tristesse et conserver Oui. l'amour de la personne qui nous a accompagnés, puisque les personnes restent toujours au fond de nous, au fond de notre cœur. Oui, bien sûr. Mais arriver à continuer à avancer. Et sachez que votre témoignage, Jeanne, émeut nos auditeurs et en tous les cas les font réagir, puisque nous avons reçu des SMS et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais nous avons également des gens qui nous ont appelés au Standard d'Europe 1 pour converser avec vous. C'est le cas de Claude. Oui. Bonsoir Claude. Bonsoir. Merci de nous Je suis appeler. un petit peu traqueuse parce que c'est la première fois que, pas que j'écoute votre émission, mais Oui. que je me lance à appeler, quoi. Eh ben, c'est très bien, sentez-vous à l'aise. Pardon? Sentez-vous à l'aise, c'est très bien. Je vous sens un petit peu essoufflé, mais tout va bien se passer. On Oui, est entre nous. Merci d'appeler pour Jeanne. Oui, parce que, bon, je suis un peu dans le même cas. J'ai perdu mon mari il y a 4 ans. Mais au contraire de Jeanne, moi, j'aime la solitude. Mhm. Vous voyez, il y a... Normalement, ce soir, je devrais être chez mon fils à réveillonner. Mais j'ai préféré y aller demain. Oui. Avec finir les rêves, comme ils disent, que là, je suis bien, je suis chez moi, je suis dans ma bulle. Alors, Jeanne plutôt, Oui. elle a du mal à se remettre du départ de son mari, je la comprends. C'était il y a un an. Oui, elle, il y a 1 an, moi, ça fait 4 ans, ça passe toujours pas, hein. Mm. Eh oui. Alors, mais où elle habite? Elle habite loin? Moi, je suis à Biarritz. Oh oui, moi j'habite dans le Morbihan. Ah oui, à l'autre bout. Mais peut-être, je sais pas, on peut peut-être s'échanger les téléphones et puis s'appeler de temps en temps. Oui, parce que comme je disais donc à Julia que mon téléphone il est toujours silencieux, quoi. Personne ne m'appelle. Et puis vous avez de la chance de vous avoir. Vous avez un fils que vous allez voir demain. Moi, Oui, j'ai une fille aussi. Mais bon, oui, j'ai entendu au poste là que vous aviez des soucis quoi avec vos enfants. Oui. Mais les miens sont minimes à côté parce que je les ai, mais on appelle toujours au secours. Ben oui. Mais ça fait rien. Et puis, vous voyez, bon bah, je les vois, d'accord. Je les vois pas. Ça me touche pas plus. Je suis pas je m'en foutiste quoi, mais non, je fais ma petite vie. Maintenant, je me suis arrangée. Et vous prenez ce qu'il y a de bon à prendre, en fait. Pardon? Vous prenez ce qu'il y a de bon à prendre. Oui. J'aime pas tellement sortir. Mon fils me dit, mais va faire un tour à la Biarritz, là, au bord de la mer et tout. Mais je dis, qu'est-ce que tu veux que j'aille à Biarritz? Autant je l'aimais dans le temps, ça fait, ma pauvre, depuis 1960 que je suis à Biarritz, que j'ai atterri là. Et autant dans le temps c'était bien, autant maintenant c'est devenu un peu trop snob pour moi. Et non, ça me dit rien. Ça vous dit rien, oui. Ouais. Je préfère rester chez moi. Je vous dis, je suis bien dans ma bulle. Il y a des journées où je vois personne, mais ça me dérange pas. Mais qu'est-ce que vous faites chez vous? Vous avez des activités comme la lecture? Oui, j'ai la lecture, les mots croisés. Oui. Le tricot en regardant la télé, mes vieux feuilletons que j'aurais retrouvés. Je viens de faire mettre numéricable. Et j'ai retrouvé des vieux feuilletons, des vieux films. J'étais toute contente. Qui vous font du bien, qui vous transportent un petit peu. Ouais. Comme tricot, vous savez ce que je fais en ce moment? Dites-nous tout, Claude. Eh bien, je fais des petites robes pour les poupées Barbie, des petites filles qui habitent mon immeuble. Ah, c'est mignon comme tout, ça. Voilà. Et alors, du coup, toutes, elles m'appellent Mimi. Et il y en a une qui est venue 2 fois déjà avec sa mère, pardon, excusez-moi, en fin d'après-midi, comme ça, je dis, qui c'est? C'est Iliana. Alors j'ouvre, et sa mère me dit, on revient de la danse, et elle n'avait pas vu Mimi depuis plusieurs jours. Elle est peut-être malade, Mimi. Faut qu'on aille la voir. Et tous les gosses de l'immeuble m'appellent Mimi. Voilà. Mais on sent une jovialité, on sent de la bienveillance en vous, Claude. Et je crois que c'est très important ce que vous êtes en train de dire en ce moment à Jeanne, c'est que cette solitude que vous appréciez, que vous avez apprivoisée, vous l'avez dit vous-même, c'est quelque chose que vous avez choisi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous conservez un lien et un relationnel quand même avec l'extérieur.
Ce que n'a pas Jeanne aujourd'hui. Et je crois que c'est pour ça que cette solitude lui pèse tant. Donc c'est très joli cette proposition que vous lui faites d'échanger les coordonnées pour éventuellement converser par téléphone ou par écrit pour essayer de l'extraire de cette pesanteur qu'elle vit au quotidien. Oui. Et je vous dirais même plus, comme occupation, vous allez rire, et bien je joue comme les gosses à la console. À la console de jeux vidéo ? Oui. Ah d'accord. J'ai pris l'habitude au fur et à mesure, en gardant mes petits-enfants, à tour de rôle, suivant qui grandissaient, et de jouer avec eux. Et puis, depuis qu'ils sont trop grands maintenant pour venir en garde, eh bien, j'ai pris le virus. Alors, je joue toute seule. Et ça vous amuse ? Ça vous plaît ? Oui, mais pas les trucs de bagarre, hein. Pas les jeux de guerre, oui. Animés, Donald, Mickey, des trucs comme ça, oui. Mais en même temps, ça me fait marcher le cerveau, parce que des fois, je suis longtemps sans jouer à un jeu, et quand je le reprends, je me dis, oui, mais là, où c'est qu'il fallait passer et tout, vous savez, il y a des trucs à essayer de mémoriser, quoi. Oui, tout à fait, à retenir. Oui. Vous en pensez quoi, Jeanne, de cette proposition de Claude ? Ben oui, pourquoi pas. Mais oui. Oui. Évidemment, je suis bien. Oui, d'accord. Papoter un petit peu de temps en temps. Oui, d'accord. Hein ? Oui. D'accord. Bon, on fait ça alors. Oui. D'accord, oui. Hein ? C'est bien. C'est bien pour vous, Jeanne. Et sachez également qu'on a Christiane qui nous a laissé ses coordonnées. Elle se trouve dans le Morbihan. Ah, elle est plus près. C'est pas très loin de chez vous et elle se propose également de converser avec vous et d'échanger. Oui, d'accord. Vous voyez, le réseau de solidarité, ça fonctionne souvent sur l'antenne d'Europe 1 le soir et plus particulièrement ce soir de réveillon. Je pense que c'est très joli et très agréable ce qui se passe en ce moment en direct sur l'antenne. Mais vous leur donnez mon numéro si vous voulez. D'accord, avec plaisir. Je vous embrasse, cher Claude. Écoutez, je voulais vous demander avant de partir, parce que je ne vais pas vous retenir. Il y a d'autres personnes évidemment qui attendent pour vous appeler. Dites-moi, Jeanne. Avant que je termine l'émission, est-ce que je pourrais entendre Calogero ? Alors, là je vois mon réalisateur qui est en train un petit peu de paniquer. Mais il est minuit 22. On a dit avant la fin de l'émission, c'est 1h du matin. Mission 38 minutes pour trouver Calogero. Je vous assure, vous savez quoi ? Moi, je fais des promesses que je tiens. Donc Charles, le réalisateur de l'émission, est pas très bien, mais on va trouver un Calogero rien que pour vous. Et oui, il me dit qu'on va arriver et on va parvenir à vous passer un morceau de Calogero. C'est notre cadeau. C'est notre cadeau. C'est le cadeau d'Europe 1 pour vous, Jeanne. Je vous embrasse très fort. Moi aussi, et bonne fête à vous également. Bonne fête à toutes les deux. Merci. Et un bisou également à Claude et merci de votre générosité de cœur. Merci beaucoup. Au revoir, mesdames. Au revoir. Au revoir. À tout de suite sur Europe 1. Nous sommes bien en direct jusqu'à 1h, c'est la libre antenne sur Europe 1 et il faut tous avouer aux gens qui nous rejoindraient maintenant, Calogero n'était pas prévu dans la programmation musicale de cette soirée. Calogero, c'est une demande de notre auditrice Jeanne, avec qui on vient de raccrocher, qui nous expliquait qu'elle avait du mal à supporter cette solitude et qu'un artiste qu'elle aimait bien, c'était Calogero. Du coup, on a trouvé, Charles, le réalisateur de l'émission, a trouvé ce titre en dernière minute. Et Jeanne, si vous continuez d'écouter en direct sur Europe 1, sachez que de nombreux auditeurs sont en train de réagir pour vous envoyer plein de jolies pensées et du courage. Vous avez un baiser qui vous envoyait depuis un fidèle auditeur qui habite à Tokyo et qui nous écoute en ce moment sur europe1.fr. Il y a Jean également qui nous écrit et qui nous dit qu'il se trouve lui dans le Morbihan et qui souhaiterait éventuellement rentrer en contact avec vous pour converser. Et puis nous avons également une personne qui s'appelle K, qui n'a pas laissé son prénom, mais qui vous laisse également son numéro de téléphone. Elle vous dit, Jeanne, que si vous désirez l'appeler, eh bien ce sera fort volontiers parce qu'elle a été très touchée par votre histoire et votre témoignage ce soir en direct sur Europe 1. Et je terminerai par Pascal de Rennes qui vous dit, Jeanne, qu'elle est prête à vous envoyer elle aussi un CD de Calogero pour faire en sorte que vous l'écoutiez, que sa musique résonne dans votre maison. Voilà, plein de belles pensées pour vous, chère Jeanne. Nous retournons au 39-21 puisque nous attend un nouvel auditeur, une auditrice en l'occurrence, il s'agit de Sofiane. Bonsoir. Bonsoir. Merci Sofiane d'être avec nous en direct sur Europe 1. Merci beaucoup. Vous souhaitiez nous appeler pour nous parler des fêtes de famille, des fêtes de Noël, je crois.
Oui, tout à fait. Je suis aujourd'hui, pour des raisons géographiques et professionnelles, c'est la première fois que ça m'arrive d'être séparée de ma famille, c'est-à-dire de mes 4 enfants, et puis mes parents, etc. Et en fait, c'était effectivement au départ quelque chose d'angoissant, de très compliqué, de très difficile. Et je me suis dit que finalement, c'était une chance. Ah oui ? Oui, parce que Noël, c'est pas forcément tout le monde n'est pas forcément réuni, tout le monde n'a pas forcément sa famille, tout le monde n'a pas forcément et qu'il fallait que je sois sage et que cette année, ça serait pas aussi parfait que tout doit l'être. Et bien aujourd'hui, je n'ai pas mes enfants, je n'ai pas ma famille, je n'ai pas mes parents, et que j'avais envie d'être sage et que voilà, ça ne se fait pas. Pour des raisons diverses et variées. Et voilà, il faut l'accepter aussi. Vous avez confié au Standard, avant que je vous ai en ligne en direct sur Europe 1, trouvé cette situation reposante. Oui, finalement. Au début, elle était angoissante. Comment on peut ne pas passer Noël avec ses 4 enfants ? Comment on peut ne pas passer Noël avec sa famille ? Et finalement, il faut prendre le contre-pied et se dire, oui, je peux passer aujourd'hui Noël sans ma famille. À la limite, prenons le beau côté des choses. Je vais être reposée, il n'y a pas de stress, parce qu'à Noël, de toute façon, il se passe des choses très très compliquées dans toutes les familles, avec des règlements de compte, etc. Et du coup, j'ai pris le contre-pied de cette histoire en me disant, voilà, cette année, il n'y aura pas de difficultés, des beaux-frères, des belles-sœurs qui s'engueulent, des machins, pardon d'être vulgaire. Je vous en prie. C'est aussi parfois la réalité. Finalement, toi-même, prends le contre-pied de cette histoire où tu n'auras pas ce genre de désagrément. Oui, mes enfants vont me manquer, mais jusqu'à après-demain. Ma famille aussi, mais pourquoi pas ? Et en fait, j'ai vécu tellement Noël très très compliqué, avec des règlements de compte, etc., que finalement, pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire justement, en étant toute seule, mais en le vivant bien ? Vous avez décidé justement de lâcher prise complètement et puis de ne rien préparer de particulier, ou à l'inverse, vous faire quand même quelques petits plaisirs gustatifs, ou rester devant un bon film ? Alors, je me suis gâtée en me faisant un cadeau, parce que je savais que sinon, si j'ai des cadeaux qui vont arriver demain ou après-demain, mais peu importe. Je me suis fait un petit plaisir, un bon champagne et un cadeau perso. Mais voilà, en fait, finalement, c'est un bon Noël. Il faut savoir aussi à un moment donné, moi c'est comme ça que je le prends, de pas rester dans les cases de toute la famille, le foie gras, le machin, le truc, tous les enfants, tous les petits enfants. J'ai fait quelque chose de différent cette année et finalement, pourquoi pas ? Mais c'est un témoignage très juste, Sofiane, je trouve, puisque d'ailleurs aujourd'hui dans le 20 minutes ou même dans le quotidien Métro, il y a des sondages qui sont sortis et qui disaient que beaucoup de Français étaient angoissés à l'idée de se retrouver justement à Noël en famille. Est-ce que vous trouvez que parfois justement cette fête de Noël, on a une tendance à un peu l'idéaliser ? Elle est, à mon sens, très souvent... même si j'aime beaucoup ma famille, tous mes frères et sœurs, etc., c'est une fête qui peut être assez hypocrite, on va dire. Parce que les gens veulent se rassembler une fois dans l'année. Alors, moi, je suis complètement chrétienne et pratiquante, donc Noël a une importance pour moi. Après... cette réunion de famille avec les cadeaux, tout le monde se retrouve, tout le monde s'aime. Non, tout le monde s'aime pas, tout le monde n'a pas envie de faire des cadeaux aux autres. Voilà, je trouve ça très très hypocrite. En même temps, c'est une jolie fête, je trouve ça bien que les familles se rassemblent, etc. Et c'est souvent
assez faux finalement. Donc moi là j'ai pris ce contre-pied. Dieu sait que j'ai 4 enfants. Je suis une famille de 4 enfants. J'ai envie que on se réunit tous. C'est une belle fête. C'est le moment d'être tous ensemble, etc. Après ça se passe pas forcément bien. Donc bon. Faisons chacun à sa mesure et de temps en temps, finalement, pourquoi pas, son petit truc là tout seul. Je m'étonne moi-même de ce qui m'arrive. Oui, je l'entends même dans votre voix depuis le début de votre intervention, qui est pleine de doutes par rapport à cette décision que vous avez prise, mais que vous assumez en même temps. Complètement. Mais qui semble complètement vous étonner. Oui, parce que ça fait 45 ans que j'ai pas fêté un Noël comme ça. Donc c'est assez étonnant, mais en même temps, Mais c'est votre liberté. Quelque chose de juste. C'est votre voilà. Vous avez raison, je crois que le mot est essentiel, c'est être dans sa vérité, dans sa justesse. Plein de gens n'auraient pas eu cette capacité à aller jusqu'au bout de ce raisonnement et de se dire finalement, j'ai pas nécessairement envie de m'infliger ça ce soir. J'ai plutôt envie de prendre le chemin qui est le mien et vivre ça à contre-temps des autres, de profiter de ce temps qui m'est imparti pour m'occuper de moi, penser à moi, me recentrer, me ressourcer. Rares sont les gens qui sont en capacité de le dire aussi ouvertement. Oui, après je pense que il y a tellement, parce que je l'ai vécu aussi, comme tout le monde aujourd'hui, je pense, cette espèce d'obligation de se retrouver en famille, de partager, de se faire ses cadeaux, de trop manger, de trop... Moi aujourd'hui, j'ai bu 2 coupes de champagne qui étaient absolument délicieuses. Et cela suffit. J'ai pas eu une abondance, ni de cadeaux, ni de nourriture, ni de etc. Et c'est vrai que très souvent... la fête de Noël, c'est une espèce d'abondance, de surenchère, etc. Et je suis très très contente finalement de cette simplicité. Et après, c'est vrai que la fête de Noël, c'est on va faire trop, on va faire etc., de tout et n'importe quoi. Et finalement, la simplicité, c'est quelque chose de bon. Oui, qui fait du bien aussi d'aller vers des valeurs simples et essentielles. Mais j'ai une question à vous poser, Sofiane. Vous n'êtes pas en famille ce soir, vous m'avez dit, parce que vous êtes loin d'eux pour des raisons professionnelles. Oui, tout à fait. C'est ça. Est-ce que qui n'était pas du tout prévu. Qui n'était pas prévu. Mais est-ce qu'on imagine que s'il n'y avait pas eu ces raisons professionnelles, vous auriez aussi décidé de passer ce Noël toute seule, ou finalement vous seriez partie passer en famille? C'est mes raisons professionnelles qui ont fait que je devais partir et retrouver toute ma famille, et que là, je ne peux pas. Sinon, oui, bien évidemment, je serais allée faire le Noël avec le foie gras, les huîtres, tout ça. Mais finalement, ces 2 coupes de champagne avec modération, je le dis sur l'antenne d'Europe 1, vous en fait aussi beaucoup de bien. Et c'est intéressant aussi, Sofiane, de savoir à l'opposé ce qu'a pensé votre famille, ce qu'ont pensé vos enfants de votre absence ce soir et demain. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? D'abord, ils ont suggéré que je fasse l'impossible pour pouvoir les rejoindre, ce qui était difficile. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit non. Et en même temps, c'est Noël, non. Même si c'est Noël, c'est pas possible. Vous n'aviez pas envie de faire ces concessions? Bien sûr. Après chacun a sa vie, chacun a ses raisons, et c'est surtout cette non-obligation de Noël qui finalement, moi, me fait plaisir. Enfin, c'est pas me fait plaisir, c'est très très égoïste, mais non, mais vous convient. Oui, voilà. Il n'y a pas d'obligation et chacun doit faire. Là, c'est Noël. Oui, il y a une obligation à Noël, il y a une obligation de famille, de réunion et etc. Et pourquoi ne pas la faire? Ce n'est pas un dénigrement de la famille. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est rien. C'est juste là. Ça ne va pas se faire comme ça se fera différemment et je l'assume complètement. Et
Voilà. Et après, on a quand même 365 jours de l'année pour s'aimer et pour partager en famille. Pourquoi que celui-là, même si je le dis que je suis complètement pratiquante dans ma religion, voilà, il y a 365 autres jours pour s'aimer, pour partager, pour s'envoyer des choses, pour se faire des cadeaux, pour avoir un bon dîner, pour partager une bonne coupe, voilà. Mais il y a tous les autres jours de l'année. Je reçois un message de Doris qui vient tomber à l'instant au 7 39 21 avec le mot nuit avant si vous souhaitez nous écrire en direct ce soir et qui dit « Je suis entièrement d'accord avec vous Sofiane. Mieux être seul dans la paix et la sérénité qu'au milieu d'éventuelles disputes de famille. » Isabelle nous dit « Comme je comprends Sofiane, c'est une véritable joie de passer Noël seul sans tous ces chichis hypocrites. » Je suis d'accord parce que moi j'ai eu 2-3 derniers Noëls d'explosion de famille, de règlement de compte, etc. qui sont très très compliqués. En fait, les gens se retrouvent à Noël alors qu'ils partagent pas forcément leur année ensemble. Ils se retrouvent à Noël, les animosités des frères et des sœurs, des parents, etc. qui se retrouvent et qui sont très très compliqués. Et en fait, on essaie de faire. C'est pas on essaie de faire une fête, oui, on essaie de faire une fête, mais des gens qui ne sont pas tous similaires, qui ne sont pas tous d'accord, qui ne sont pas... On les réunit là, avec leur foie gras, leur champagne et je sais pas quoi, et tout d'un coup, il faudrait que tout soit magique. Eh ben non, la vie, c'est pas ça. Le soir de Noël, tout ne peut pas être magique. Donc finalement, c'est là que je voulais intervenir et c'est là que nous avions commencé notre conversation. Oui, comme je sais finalement que tout ne va pas être magique, j'ai trouvé que d'être seule, même sans mes enfants et mon conjoint, bah pourquoi pas. Voilà. J'avais pas les animosités familiales, je n'avais pas les retrouvailles un peu compliquées, je n'avais pas... Voilà. Finalement, je trouve ça finalement très, très joli. Oui, c'est très joli et je suis assez d'accord avec vous, Sofiane, et je vais reprendre un terme que vous avez employé tout à l'heure. Vous avez parlé de justesse. Être à sa juste place, être dans sa liberté de pensée et d'action et de se dire que finalement, pourquoi s'infliger quelque chose qui ne nous conviendrait pas? Et vous avez parfaitement raison en ce sens-là. Les fêtes de Noël sont très compliquées, on le sait tous. Il y a des règlements de compte, il y a des réunions familiales qui sont complexes et compliquées, il y a les pièces rapportées ou les valeurs ajoutées si on veut, des beaux-frères, des belles-filles, des trucs et tout ça. Ça peut être compliqué, ça l'est, ce qui est normal. De rassembler des gens qui n'ont pas forcément les mêmes origines, les mêmes partages, etc. Donc de toute façon, pour moi, ce sont des fêtes compliquées. Et voilà. Et pour moi, voilà, c'est la première année où je vis quelque chose un peu solitaire. Oui, je vois ça. Il y a une forme de côté expérimental en la chose, mais visiblement vous le vivez plutôt. J'ai eu une expérimentale très très compliquée. Vous le vivez plutôt bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui je le vis bien parce que j'ai vécu des fêtes familiales très très compliquées et aujourd'hui dans ce petit recul en fait qui n'est pas du tout une solitude mais qui a un petit recul, je me dis mais finalement voilà, là je suis là, moi, toute seule. Alors je vous rassure, demain soir, je retrouve mes 4 enfants et c'est mon bonheur, etc. Donc j'ai pas d'angoisse là-dessus. Mais ce soir, franchement, ma fête de Noël, elle est pas plus compliquée et pas plus moche qu'une autre avec des beaux-frères et des belles-sœurs qui règlent leurs comptes, etc. Merci mille fois, Sofiane, de votre témoignage ce soir qui va faire écho à pas mal de nos auditeurs. On a encore une réaction qui arrive au 7 39 21 et qui dit tout à fait d'accord avec vous. Je vous écoute en me préparant une brioche pour demain et j'apprécie vraiment, mais vraiment, le calme qui m'environne. On vous embrasse. Merci, Sofiane, et on n'oublie pas évidemment que ce pas de côté est un moment qui vous est propre et qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. On pense évidemment à tous ceux qui seraient seuls ce soir et qui ne l'ont pas choisi. Et pour le coup, on leur envoie 1000 belles pensées et qui
qu'ils n'hésitent pas, s'ils le veulent, à nous appeler au standard d'Europe 1, c'est le 39 21. Je vous embrasse bien fort, Sofiane. Je vous remercie beaucoup, surtout j'embrasse tous ceux qui prennent ça moins facilement que moi. Et je souhaite vraiment un joyeux Noël solitaire ou partagé à tous vos auditeurs. Merci de votre gentillesse. Je vous en prie. Au revoir. Je vous en prie. Bonne soirée, au revoir. Et nous sommes toujours en direct jusqu'à 1h du matin sur Europe 1. C'est la libre antenne pour nous joindre. Vous connaissez le numéro du standard, mais je vous le rappelle, c'est le 39 21. Justement, Armelle nous attend à ce standard d'Europe 1. Bonsoir Armelle. Bonsoir Julia. Merci de nous avoir appelés. Je crois que vous souhaitiez réagir par rapport au témoignage de Marie qui nous a appelé tout à l'heure. C'est ça. Je voulais dire qu'elle m'avait vraiment très 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 émue. C'est poignant son témoignage. Oui, qui est une femme qui a vécu beaucoup de souffrance, qui a été martyrisée petite par sa maman, qui a vécu beaucoup de drames et qui est conservée malgré tout. J'ai trouvé moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Sa relation avec les petits oiseaux, avec les animaux, c'est vraiment c'est émouvant. Oui, c'est quelque chose de très joli qui se passait justement avec ces animaux. Moi, je voulais simplement dire que je lui envoyais des bisous, tout simplement, parce que vraiment, je ne sais pas si elle écoute encore, mais... Peut-être, j'espère, j'espère, mais qu'elle n'est pas toute seule ce soir, qu'on pense à elle. C'est très gentil, Armelle. Et justement, ce soir, vous faites quoi ce soir de réveillon? Moi, je ne fais rien du tout, je suis seule, je suis vraiment d'accord avec Sofiane. Ces fêtes, c'est pénible. Moi, j'en arrive à me dire que c'est pénible. Ah oui, vous trouvez ça pénible, vous aussi? Oui, moi je fais ça demain. D'habitude, on se réunit tous en famille. Cette année, il y a de la brouille et j'aurai pas tout le monde et ça m'embête. Et ça m'embête. Vous avez des enfants? Oui. Vous avez combien d'enfants? Petits-enfants. J'ai 2 enfants, j'ai 5 petits-enfants. Donc, il n'y a pas de problème. Ils seront là demain. Mais bon, c'est vrai que c'est pénible. Pénible, pourquoi? Parce que c'est cette hypocrisie dont parlait Sofiane tout à l'heure qui vous dérange? Oui, exactement. Enfin, c'est pas hypocrite parce que carrément, il y en a qui viendront pas. Donc, oui, d'accord. Comme ça, c'est réglé. Oui, ça, c'est fait. Réglé. C'est clair, mais ça m'embête. Ouais. Et du coup, vous avez fait le choix ce soir de... J'ai quand même préparé pour demain, donc, mais j'étais toute seule ce soir. Mais bon, j'aime bien la solitude aussi, donc ça me dérange pas. Oui. Demain, il y aura les enfants, on sera bien quand même. Hein. Oui. On sera bien quand même. Et ce soir, vous êtes fait un petit plaisir pour vous aussi? Rien du tout. Ah, rien? Non, j'ai préparé des gâteaux pour demain. Oui. Tout simplement. Oui. Tout simplement. Non, je me suis pas... Parce que moi, je trouve que, les fêtes, on mange trop, on dépense trop. Je sais pas. C'est une fête religieuse et c'est plus une fête religieuse, donc... Oui, ça a perdu son sens. Ça me gêne, tout ça. Et ses valeurs premières, qui finalement, le repas du réveillon de Noël, c'est être avec les siens, tout simplement, se chérir et passer un bon moment. Ou être avec des personnes qui ont besoin. Oui. Hein, c'est ça aussi. S'il y a des personnes qui sont toutes seules puis qui auraient besoin. Alors, je me disais, peut-être que l'année prochaine, je le ferai avec des gens qui ont besoin. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je sais pas, inviter quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, ou je sais pas. Oui. C'est-à-dire vous engager auprès d'une association en tant que bénévole? Je suis déjà bien engagée, donc... Oui. Recevoir quelqu'un chez vous? Pourquoi pas, ou prévoir de faire en groupe, ou je sais pas, mais peut-être que je ferai quelque chose comme ça. Ah, ça sonne dans la maison là. Oui, ça sonne dans la maison. Donc vous n'êtes pas toute seule, il y a quand même ce petit gong derrière. Mais dites-moi, Armelle, parce que c'est ce que je demandais à Sofiane aussi tout à l'heure, comment c'est perçu par votre famille ça, cette volonté de rester toute seule ce soir? Est-ce que les gens le prennent bien? C'est ma volonté, ma volonté. Mais il n'y a pas eu de réaction de la part de votre famille que ça dérangeait un petit peu? On a accepté? Non, mais ils sont pas tout près, donc... Ah d'accord. Oui. Non, mais moi ça me dérange pas d'être toute seule, au contraire. Ouais. C'est pas... Non, moi la solitude j'aime bien, donc ça me gêne pas. Mais est-ce que vous avez la possibilité aussi de voir régulièrement, par exemple, vos petits-enfants ou vos enfants? Oui. C'est peut-être pour ça que ça vous pèse moins aussi, le soir du réveillon, la solitude. Oui.
Oui, je les vois souvent. Je les vois souvent tous. Je les vois souvent. Et je suis pas seule parce que je m'occupe d'associations, tout ça, donc je suis à la retraite, mais la solitude, ça me fait pas peur. Franchement, je m'occupe. Oui, donc, on le sent à votre voix, on sent que vous êtes. Là, donc c'est. Oui, un petit peu comme tout le monde, hein, vous savez, c'est la période, mais en revanche, on sent ce dynamisme, puis surtout cette volonté d'aider les autres. Oui, mais c'est mon truc, hein, ça. C'est ce qui vous fait du bien, ça, ce qui vous porte. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. En quoi ça vous nourrit d'aider les autres? En quoi ça vous rend bien et heureuse? Je sais pas, j'aide. Moi, c'est mon but. Je sais pas. Moi, je dis que je suis heureuse, donc pourquoi pas faire participer les autres? Hein, c'est pas. Je m'occupe notamment des Restos du Cœur, donc là, là, on voit de la misère. Oui. Et je vous assure que ce soir, il y en a qui sont tout seuls, qui sont tout seuls et qui peuvent pas se payer un bon repas. Oui, qui sont nécessiteux et parfois il y a aussi des gens tout seuls qui par pudeur n'osent même pas franchir les portes. Il y en a beaucoup qui n'osent pas franchir la porte. Oui, l'association et qui restent seuls. Et notamment les personnes âgées, tout à fait. qui n'osent pas venir. C'est pas évident de franchir la porte. Absolument. Des restos, c'est pas évident. Absolument. Donc, c'est très courageux de la part de ces gens qui se retrouvent dans le besoin, parfois à cause d'accidents de la vie. Hein, c'est souvent ça. Hein. C'est souvent ça. C'est pas un divorce, c'est vite fait. Hein. C'est vite fait. Le mari s'en va, une femme battue, qui ose partir. Bon. Et c'est pour ça que vous avez été touchée par le témoignage de Marie tout à l'heure, parce que vous avez une fibre empathique. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce qu'elle a dit particulièrement? Je sais pas, la sentir parler, pour moi c'était, je sais pas, elle m'a vraiment émue, je sais pas. Puis je disais, personne n'appelle pour elle, c'est fou ça, c'est fou. Et moi ça m'a vraiment émue, je dis, on peut pas la laisser toute seule, elle voit pas très clair, bon c'est pas évident. C'est pas évident. Puis ces petits oiseaux, qu'elle dit, bon ils me connaissent, le petit chien, le petit chat. C'est son chat maintenant. Vous savez que le témoignage de Marie a aussi une résonance auprès de Françoise qui a décidé de nous appeler au standard d'Europe 1, Armelle. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Merci de nous avoir appelé ce soir en direct sur Europe 1. Vous aussi, vous avez donc été touchée par le témoignage de Marie tout à l'heure? Tout à fait. Puis je voulais apporter du moins une nouvelle pierre en disant qu'on était quand même très nombreux à être seuls. Et qu'on peut s'aider un petit peu les uns les autres. C'est pas toujours facile de passer à l'antenne, c'est vrai. Mais que je pense qu'il y a, comment dirais-je, un soutien de la part de nous tous. On est tous un petit peu confrontés à ce genre de choses. Moi, je suis seule aussi. Je le vis bien, mais je peux apporter ma pierre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire en essayant de partager, en essayant de prendre la vie. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je suis en Moselle et moi aussi c'est difficile parfois, mais j'ai un petit peu de ressources et je peux aider les autres. Et aider les autres en parlant, comme vous le dites, ça veut dire que échanger, partager. Oui, tout à fait. Ouais. En parlant, en échangeant, en laissant mon numéro de téléphone, bien sûr. Et puis en créant une petite association de gens comme ça qui ont des problèmes. Oui. C'est dur de rester seul le jour de Noël. Oui, très, très difficile. Je crois que ça ravive même. Ça ravive la solitude, ça la rend encore plus grande. C'est encore plus dur. Ouais. Parce que ce Noël, c'est le retrouvailles, c'est la famille, c'est encore plus dur. Mais il y a beaucoup de gens seuls par les aléas de la vie, par les difficultés, Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait un petit peu mettre en place. Vous êtes d'accord avec le témoignage de Françoise, Armelle? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, de tendre la main, d'échanger, de partager, d'ouvrir son cœur et puis parfois aussi ouvrir la porte de chez soi. Pourquoi pas, pour partager un bon repas. Oui, tout à fait. De parler, Et ne serait-ce un sourire quand on voit des gens devant les magasins qui tendent la main, simplement leur dire bonjour et sourire, ne serait-ce que ça. Leur répondre et sourire, c'est important.
Oui. Oui, ça, je sais faire. Oui. Non, mais c'est important, ça. Non, mais c'est bien de le dire, comme le dit très justement Armelle. C'est vrai que quand on habite aussi parfois dans des grandes villes, on est pris par un rythme qui n'est pas celui qu'on peut vivre dans des villes moyennes ou à la campagne. Et on passe parfois à côté des choses essentielles, qui s'appellent juste être bienveillant, être empathique, s'intéresser à l'autre. Et un sourire peut tout changer. Exactement. Un sourire peut faire qu'on se sent considéré dans le regard de quelqu'un. Bien sûr, bien sûr. Et peut nous remonter le moral et peut nous faire sentir vivants. Et je crois que c'est très important de le répéter à l'antenne d'Europe 1 ce soir en direct. Je pense. Vous auriez envie de donner un conseil à Marie-Françoise, parce que je crois que vous aviez dit qu'il fallait qu'elle parvienne, malgré toutes ces difficultés et tous les drames qu'elle a vécus, à essayer de vivre la vie de façon plus positive. Oui, bon, c'est pas un conseil comme ça très rapide, parce que moi j'ai vécu aussi des grandes difficultés, mais bon, j'ai réussi à surmonter par la force de caractère. Et puis, oui, j'aimerais bien si elle veut discuter avec moi, oui. Moi, je suis en Moselle, et puis si je peux l'aider, bien sûr. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va prendre vos coordonnées et puis on va les conserver. Mais Saouda, qui est en régie, qui m'assiste sur l'émission, va conserver vos coordonnées et les transmettra à Marie. Et si elle le souhaite, on l'espère, peut-être cette porte ouverte vers une nouvelle relation, peut-être de la complicité, de l'échange et du partage entre vous. Mille merci pour elle, chère Françoise. Je vous embrasse très fort en ce soir de réveillon. Merci aussi à vous, à Armelle, de nous avoir appelés et d'avoir échangé avec nous de façon très pudique et à la fois positive, j'ai trouvé. Merci. Merci de votre confiance. Bonne soirée. Bonne soirée, mesdames. Au revoir. Je vous donne rendez-vous demain dès 22h30, mais pour le moment, je vous souhaite une belle et douce nuit à l'écoute de votre radio Europe 1. Forcément, il est 1h.